Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme chaque année au nouvel an, bienvenue dans les Laniakea Awards. Je vais tout expliquer pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord revenons un petit peu sur cette année, parce que cette année a été chargée en termes de contenu, mais pas vraiment sur cette chaîne comme vous avez pu le voir. En effet, il est possible que j'ai sorti seulement 4 vidéos cette année, depuis les derniers Laniakea Awards. Après, c'est 4 vidéos dont j'en suis très fier. On a 2 vidéos, une sur Breath of the Wild et une sur Tears of the Kingdom pour la sortie de Tears of the Kingdom, les deux. Et la vidéo sur Breath of the Wild qui revient sur la sortie de Breath of the Wild en 2017. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Ensuite, on a eu la fameuse théorie sur Spider-Man Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Je dis fameuse vidéo parce que la vidéo a fait pas mal de vues et je vous en remercie très grandement. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo qui était pas du tout prévue de base, mais c'est quand j'ai vu le film, j'ai eu l'idée de cette théorie et je me suis dit let's go. Et enfin, la dernière vidéo de cette année, c'était sur Barbenheimer. Là pareil, très fier de cette vidéo aussi, mais après il n'y en a pas eu d'autres. Parce que comme je l'ai dit, j'ai été pris sur plein d'autres réseaux, notamment Twitch où je suis en live presque tous les soirs, n'hésitez pas à venir me suivre. Mais surtout, mon autre chaîne YouTube, chaîne exclusivement sur Doctor Who, en fin d'année ça a été vraiment chargé, du coup je me suis surtout concentré sur celle-là. Mais me voilà enfin de retour sur cette chaîne pour les Laniakea Awards comme d'habitude. Bon, maintenant pour les nouvelles personnes, je vais expliquer c'est quoi le concept des Laniakea Awards. Mais avant, comme vous pouvez le voir, la vidéo est quand même vachement longue. C'est pourquoi il y a des timecodes tout le long de la vidéo si vous voulez faire une pause et revenir un peu plus tard, ou si vous voulez voir directement les parties qui vous intéressent le plus. Et oui, du coup la vidéo est super longue, je la tourne en plusieurs fois, donc si vous voyez quelques faux accords, c'est normal. Alors pour le concept, c'est très simple. C'est une vidéo où on va revenir sur les œuvres qui nous ont marqués durant toute cette année 2023. Il y a 4 grandes catégories: les films, les séries, les jeux vidéo et les œuvres musicales. Je préciserai le règlement un peu particulier de chaque catégorie le moment venu, mais globalement chaque partie vont se dérouler pareil. Tout d'abord, je vais parler de toutes les œuvres qui m'ont marqué dans ces catégories. Par exemple, prenons les films, je vais parler de tous les films qui m'ont marqué cette année. Puis ensuite, il y aura la partie Instagram, où en fait je vais parler de vos œuvres qui vous ont marqué de cette année, donc par exemple les films qui vous ont marqué en 2023, vos œuvres préférées que vous m'avez dit sur Insta il y a quelques jours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs pour les prochains Laniakea Awards. Et enfin, pour conclure chaque partie, il y aura mon top 3, parce que oui, toutes les œuvres que je vais vous présenter, c'est pas dans un ordre précis, c'est pas des tops, sauf pour le top 3 de chaque catégorie qui sont mes 3 œuvres préférées de chaque catégorie, de cette année, très important. Très important aussi, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Alors je vais parler un peu des résumés de chaque œuvre, mais je vais en dire le moins possible pour éviter des spoils majeurs, parce que le principe en fait de cette vidéo, la base, c'est de vous présenter des œuvres de la pop culture que vous avez peut-être raté cette année ou que vous n'avez pas vu. Et donc si je vous spoil, en fait, ça n'a plus l'intérêt de vous faire découvrir ces œuvres. Voilà, cette fois je crois que j'ai tout dit. On est donc parti pour la première catégorie et il s'agit tout simplement des séries de cette année. Bon, niveau série, j'en ai pas mal à vous présenter, mais j'en ai quand même pas vu autant que j'aurais aimé, tout simplement parce que c'est quand même vachement long de regarder une série, et que j'ai pas mal manqué de temps cette année. Du coup, il y a plein de séries 2023 que j'ai pas encore vues et que je pourrais pas mettre là-dedans. Et au niveau du règlement, du coup, je considère que la série de 2023, quand une nouvelle saison s'est finie en 2023. Bien, commençons du coup avec la première série, et il s'agit tout simplement de Bodies. C'est l'histoire d'une policière en 2023 qui trouve un cadavre dans une allée de Londres, dans des circonstances bien mystérieuses. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que le même corps est aussi retrouvé en 1941 et même en 1890. On a donc un corps, 3 policiers et policières différents et 3 époques différentes. Grosse surprise cette série dans le sens où je l'attendais pas du tout, en fait je savais pas qu'elle existait avant qu'elle arrive. C'est une série britannique et vous allez voir qu'il y en a pas mal dans mes Laniakea Awards, parce que j'aime beaucoup les séries britanniques. Mais là en plus il y a un côté très dark. Alors dark, pas le mot, hein, la série allemande en fait. Il y a énormément de similarités avec Dark. Ce n'est quand même pas la même chose du tout, hein. Il y a plus de différences que de similarités, mais il y a une ambiance un peu similaire. Et vu que Dark est la meilleure série Netflix, quelque chose qui est similaire ne peut être que bien. Même si je dirais que la série est un peu plus ancrée dans le réel que Dark. C'est peut-être sa plus grosse différence. Sinon, le mystère est super bien fait. Tout du long de la série, j'ai essayé de trouver comment ça s'est passé, comment c'est possible. Et vu que j'ai l'habitude de ce genre d'histoire, j'avais quelques pistes. Mais la série m'a quand même surpris à beaucoup d'égards. Donc voilà, Bodies, si vous aimez les séries policières, la science-fiction ou même Dark, n'hésitez surtout pas. Ensuite, on a Lupin saison 3. C'est l'histoire d'Hassane Diop, un cambrioleur qui imite Lupin pour ses casses. Et il a aussi un peu un côté Robin des Bois. Quand la saison 1 était sortie, je l'avais regardée parce qu'une série française avec Omar Sy sur Lupin, moi, ça m'intéressait pas mal. Et en fait, j'avais adoré. Pour moi, c'est Sherlock français. La série Sherlock, pas le personnage, parce que c'est vraiment l'inverse du personnage de Sherlock du coup. Mais en termes de retournement de situation, de musique, d'enquête, plus ou moins, de comment Lupin retourne le cerveau de la police, mais aussi du spectateur. Non, franchement, c'est
c'est brillant. Et la saison 3 du coup, parce que c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, aborde une nouvelle histoire par rapport aux deux premières. Enfin c'est la suite, c'est les mêmes personnages et tout. Mais disons que l'histoire était plus ou moins conclue avec la saison 2 et que là du coup ça recommence autre chose. Et souvent ce genre de choses c'est un peu risqué pour la série, mais là je trouve que ça marche très bien. Je ne sais pas si une saison 4 a été annoncée ou même s'ils ont annoncé qu'ils annulaient la série. En tout cas moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 4 et j'aimerais aussi beaucoup qu'il y ait une confrontation Lupin-Sherlock avec le Lupin d'Omar Sy et le Sherlock de Benedict Cumberbatch. Mais ça arrivera jamais hein, mais j'aimerais beaucoup. Ça serait vraiment une dinguerie. Ghost version UK saison 5. Oui parce qu'en fait cette série il y a une version UK et une version US. Exactement comme The Office par exemple et comme beaucoup d'autres séries. Tout simplement parce que les Américains aiment bien faire des remakes de séries déjà en anglais. J'imagine qu'ils aiment juste pas l'accent britannique, je sais pas. Bref, du coup c'est l'histoire de Allison et de son mari Mike qui aménagent dans une maison qu'ils ont héritée de la famille d'Allison. Et par maison j'entends bien évidemment manoir. Et en fait en visitant cette maison, Allison manque de mourir en tombant de la fenêtre. Et du coup à partir de ce moment-là, elle peut voir les fantômes. Et dans la maison, il y en a des fantômes. Beaucoup. La série est humoristique. C'est full comédie. Comédie britannique évidemment, donc l'humour britannique incroyable. Comme je l'ai dit, c'est la version UK, donc du Royaume-Uni. Je n'ai pas vu la version US, donc des États-Unis. Mais en vrai, je suis un peu curieux de voir un jour la version US, parce que du coup, les fantômes de la maison sont liés à l'histoire du pays. Dans la version Royaume-Uni, il y a des fantômes de l'ère victorienne, de l'ère édouardienne, des choses qu'il y avait qu'au Royaume-Uni. Et dans la version des États-Unis, il y a des fantômes liés à l'histoire des États-Unis. Mais bref, là je divague un peu parce que là on parle de la version Royaume-Uni. Comme je l'ai dit, du coup c'est une série humoristique et c'est vraiment drôle. Les fantômes sont juste complètement tarés. La série joue beaucoup avec le fait que c'est des fantômes d'un ancien temps, donc ils sont pas trop au fait des choses actuelles, même si du coup ils sont au fait des choses actuelles qui se sont passées dans la maison vu qu'ils ont tout vu. Ça joue beaucoup aussi avec le fait que certains fantômes étaient là avant d'autres. Par exemple dans la série il y a un fantôme d'homme préhistorique, forcément il était là avant tout le monde et donc il a tout vu. Ce qui donne parfois des moments assez tristes, assez mélancoliques, surtout qu'il y a des épisodes où on voit un peu comment les fantômes sont morts. Donc la série sait aller dans l'humour mais aussi dans la tristesse. Série feel good typique, c'est incroyable, regardez-la. Only Murder in the Building saison 3. C'est l'histoire de 3 personnes dans un immeuble qui sont fans de podcasts true crime. Les podcasts sur les faits divers, tueurs en série, tout ça. Et du coup, à un moment, il y a un meurtre dans leur immeuble. Du coup, qu'est-ce qu'ils se disent? On va enquêter et on va faire un podcast. Là aussi, on est sur une série plutôt humoristique, même s'il y a beaucoup de moments pas drôles du tout. C'est là qu'on reconnaît les meilleures séries humoristiques, hein. Elles peuvent te faire rire et pleurer aussi. Et là aussi, du coup, il y a un côté Sherlock, moins présent que Lupin, je trouve, sauf sur un détail. Mais c'est-à-dire que, il y a un crime, il y a une enquête. Et la narration de cette série est bluffante. Parfois, durant toute la saison, on pense savoir qui est le coupable, et en fait, pas du tout. Alors oui, c'est le principe d'une série basée sur une enquête policière. Si on sait qui est le coupable directement, ça s'appelle Columbo. Mais en vrai, là, c'est fait à un autre level, je trouve. Et puis, il y a aussi des moments où l'épisode commence et on suit un personnage qu'on connaissait très peu avant, durant tout le début de l'épisode, jusqu'à comprendre pourquoi on le suit. Et en fait, c'est relié à l'enquête. Parce que la narration se fait aussi avec des monologues intérieurs de personnages qu'on connaît pas tellement, et que du coup, on apprend à connaître les personnages secondaires, sont souvent très importants. Et vraiment, le détail qui m'a fait le plus aimer cette série, c'est la musique. La musique de cette série est incroyable. Elle met directement dans l'ambiance. Elle a une vraie identité propre. Et vraiment, ça fait pour beaucoup dans cette série. Heartstopper saison 2. C'est l'histoire de jeunes qui vont en cours et puis qui vivent leur vie de jeunes, quoi. Mais globalement, l'histoire est super simple. C'est slice of life. C'est juste, on suit la vie de ces personnages, quoi. Mais j'aime beaucoup cette série. Juste parce que c'est feel good, quoi. Vraiment, dans cette série, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, un malentendu, quelqu'un qui est pas sympa, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, tu sais très bien que dans l'épisode, ça va être réglé et que tout va bien. Alors attention, ça veut pas dire que les cons sont pardonnés, mais ça veut dire qu'on leur prête plus attention. Les personnages sont super attachants et la série est vraiment courte. Enfin, elle est pas finie, hein, théoriquement, mais il y a 2 saisons et les épisodes sont courts, c'est pas des épisodes d'1 heure. Donc je ne peux que vous la recommander. The Witcher saison 3. C'est l'histoire de Geralt, un sorceleur, c'est-à-dire une sorte de chasseur de primes qui est censé protéger les humains contre les monstres, qui va devoir la protéger Ciri, sa fille adoptive, en plein milieu d'une guerre sur tout le continent, avec des intrigues, des complots partout. Et bon, The Witcher et Netflix, c'est compliqué. On a eu une très bonne saison, une saison 2 vraiment pas mauvaise, mais qui s'écartait complètement des livres, parce que de base c'est des livres, et une saison 3 qui est encore un peu moins bonne, qui n'est pas mauvaise, attention sinon elle serait pas là, mais qui s'éloigne définitivement des livres. Et qui en même temps essaye de s'en approcher un peu, ce qui crée des trucs bizarres du coup. Mais The Witcher et Netflix, c'est aussi d'autres choses que cette série. Ils essayent clairement de faire tout un univers The Witcher. D'ailleurs, sur Netflix, il y a toute une catégorie juste pour The Witcher. Et dedans, on a du moins bon, comme la série spin-off de l'année dernière,
dernière, dont j'ai parlé dans les Lanyaka Awards de l'année dernière. Il y avait quand même du bon dedans, mais par rapport à la saison 1 de The Witcher, c'était beaucoup moins bon. Et il y a du très bon comme Nightmare of the Wolf, le film animé préquel à The Witcher. Donc oui, The Witcher sur Netflix, c'est assez mitigé, et ça mériterait de ne pas l'être en fait. Ça mériterait d'être incroyable. Comme j'ai dit, la saison 3 n'est pas la pire chose, mais on aurait espéré mieux. Il y a quand même un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode du bal, parce que c'est l'épisode qui se concentre le plus sur la politique et les complots, ce qui est le principe de ce livre, de ce tome-là. Et moi, je suis pas contre dévier un peu du livre, hein, c'est normal pour une adaptation. Mais à ce point-là, même moi, je trouve ça abusé. Mais il y a quand même des choses qui sauvent toujours cette série, notamment la musique, toujours impeccable la musique. Même si on n'a pas de banger de Jasquier cette saison, c'est dommage. Et justement, en parlant de Jasquier, les acteurs sauvent aussi cette série. Les acteurs sont toujours aussi incroyables. Dommage que ce soit la dernière saison d'Henry Cavill. Donc oui, c'est peut-être la dernière fois qu'on entend parler de The Witcher Netflix dans les Lanyaka Awards. Peut-être que la saison 4 n'arrivera pas à être assez bonne pour que je la mentionne ici. Mais je vais pas l'enterrer trop vite, hein. J'ai quand même espoir, j'attends de voir la saison 4. Et surtout, j'ai beaucoup d'espoir pour le nouveau film animé qui sort l'année prochaine, il me semble, Sirens of the Deep. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça a l'air d'adapter une nouvelle des 2 premiers tomes de The Witcher, qui n'a pas été adaptée dans la première saison. Et si c'est bien ça, c'est ma nouvelle préférée de The Witcher, donc j'espère qu'ils vont pas la détruire. Mais après, c'est peut-être pas ça, parce que comme j'ai dit, on a que le trailer, je sais pas trop. Good Omens saison 2. C'est l'histoire de Crowley et Aziraphale, respectivement un démon et un ange, qui étaient chargés de veiller sur la Terre depuis Adam et Ève, et qui du coup, vu que ça fait quand même super longtemps, ils se sont attachés aux humains, et quand vient la fin du monde, ils décident tout simplement de l'empêcher. En tout cas, c'est ça de base. Ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Quand la saison 1 est sortie, évidemment que je l'ai regardée. David Tennant, Neil Gaiman, je ne pouvais que la regarder. À cette époque-là, je connaissais pas encore Michael Sheen. Évidemment, j'ai été très content de le découvrir avec cette saison. La saison 1 était vraiment parfaite. La saison 2, quant à elle, est un peu en dessous. Elle reste quand même très très bonne, notamment parce qu'il y a toujours David Tennant et Michael Sheen dans le rôle de Crowley et Aziraphale qui carrient toujours autant la série. Il y a toujours Neil Gaiman aux commandes, mais disons que la saison 1 avait une histoire plus construite, je dirais, plus emblématique, avec énormément de références, beaucoup de personnages qui interagissaient même pas trop ensemble jusqu'à la fin. Là, c'est surtout sur Crowley et Aziraphale, sa saison 2, et en fait, je pense que c'est une bonne chose. Si on prend en compte que la saison 1 adaptait Good Omens, le livre de Neil Gaiman d'ailleurs, et Terry Pratchett. Donc Neil Gaiman qui est toujours aux commandes de la série et aussi un des co-auteurs du livre. Voilà, ça c'est juste pour les petites précisions. Donc si on prend du coup que la saison 1 adapte tout le livre, parce que de base il ne devait pas y avoir de saison 2, la saison 2 adapte rien. Et apparemment, la saison 3, qui a été confirmée depuis d'ailleurs, il y aura bien et bien une saison 3, et heureusement, vu ce que je vais dire juste après, la saison 3 devrait adapter la suite du livre qui a commencé à être écrit apparemment, mais qui finalement n'est jamais sorti. Donc si on voit le truc comme ça, la saison 2 est en fait une sorte de saison transition, qui se concentre beaucoup du coup sur les 2 personnages, justement pour les faire évoluer, pour que j'imagine dans la saison 3, ça puisse être encore plus épique. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu de saison 3, bah la saison 2 aurait été un peu en dessous pour rien. Mais là, c'est bon, tout va bien. Après, ce que je trouve un peu dommage avec cette saison 2 aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qu'on ne voit plus, qui ne sont pas revenus, alors que les personnages étaient très attachants. Donc c'est vraiment dommage, j'espère qu'on les reverra en saison 3, je ne sais pas. En tout cas, j'attends avec impatience cette saison 3. Ok, maintenant parlons des choses qui fâchent. Star Wars. Avec Ahsoka. C'est l'histoire de Ahsoka, du coup, qui a peur que Thrawn, l'héritier de l'Empire, entre guillemets, revienne, parce que il est perdu. Et donc, elle va essayer d'empêcher son retour, et pour ça, elle va devoir globalement reformer le groupe de Star Wars Rebels. Oui, c'est globalement Rebels saison 5. Et j'ai pas vu Rebels du tout, en fait, j'ai pas vu Star Wars Rebels, mais je vous le dis, c'est pas grave, y a pas besoin de voir Star Wars Rebels, juste ça spoil en fait Star Wars Rebels du coup, vu que c'est la suite, c'est après, mais la série est pas dure à comprendre si vous avez pas vu Rebels. Il y a juste certaines rêves que vous aurez peut-être pas. La série, c'est pile ce que j'attends de Star Wars. C'est magnifique. Il y a des plans, des couleurs, des costumes, des décors magnifiques. C'est Star Wars 8 et mon Star Wars préféré, c'est surtout pour ça en fait. C'est ce que j'aime dans Star Wars, voir des plans magnifiques avec des planètes de fous, des acteurs et actrices incroyables aussi, mais en costume incroyable surtout. Je vais pas trop vous spoil les costumes de la série, mais rien que les méchants principaux, ils ont des costumes de fous. Ahsoka a des costumes de fous dans cette série. C'est incroyable, vraiment. Il y a aussi des combats de sabre laser assez ouf. Et moi, les combats de sabre laser dans Star Wars, je suis pas un grand fan au point d'en vouloir dans chaque truc Star Wars. Mais quand il y en a bien fait, je suis plutôt content. Et par bien fait, j'entends des combats chorégraphiés, artistiques, ce qu'il y a dans Ahsoka. Donc Ahsoka est une série parfaite si vous avez aimé Clone Wars, Rebels, mais aussi la prélogie, ou juste si vous aimez bien les bons trucs Star Wars. One Piece saison 1 en live action évidemment. Ok, donc là je vais vraiment résumer One Piece, hein, c'est ce que je vais faire là. Alors du coup c'est l'histoire de Luffy qui veut devenir pirate, qui veut même devenir le roi des pirates, et pour ça il faut qu'il trouve le One Piece. Le One Piece c'est un trésor laissé par l'ancien roi des pirates quelque part sur la terre, mais faut le trouver et personne ne l'a trouvé pour l'instant. Et ça fait déjà longtemps
qu'il l'a laissé. Et donc Luffy, bien déterminé à le trouver en premier, va partir sur les mers et former son équipage petit à petit. C'était une adaptation très attendue. Mais genre, c'est sûrement l'adaptation live action la plus attendue, peut-être depuis Dragon Ball Evolution, je sais pas, ça devait être attendu à l'époque. Non, je sais pas vraiment si c'était attendu. En tout cas, cette série était très attendue, parce qu'en fait, les gens avaient espoir. On va pas se cacher, les live action de manga ont très mauvaise réputation, ce qui est, je pense, pour ma part, débile, hein, parce que là, on était arrivé à un stade où, dès qu'un manga était annoncé comme allant être adapté en live action, ça le critiquait de fou, alors qu'on n'avait aucune image, aucune info. Notamment, le live action de One Piece a été énormément critiqué au début, mais au fur et à mesure des infos, des trailers et tout ça, les gens ont commencé à avoir espoir. Et puis, on arrive un peu dans une période où les adaptations de jeux vidéo commencent à être de mieux en mieux, on en reparle un peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs, donc il était légitime de se dire que les adaptations de manga allaient peut-être être enfin pris au sérieux. Et effectivement, c'est du très bon. Personnellement, j'ai lu le manga en entier, je suis à jour. J'ai pas vu l'anime en entier, j'ai vu l'anime jusqu'à Alabasta, puis ça m'a saoulé. Trop long, beaucoup trop long. Et de toute façon, je préfère lire les mangas à chaque fois que les animés. Mais donc, je suis un très grand fan de One Piece. Et j'ai adoré cette série. C'est une très bonne adaptation dans le sens où ça enlève plein de trucs inutiles. On va à l'essentiel, évidemment, on n'a pas le temps, on n'a pas 1000 épisodes, d'accord, on en a 8 par saison. Mais même si on enlève plein de trucs, l'adaptation reste super fidèle. Les personnages sont respectés à fond. L'histoire suit les grandes lignes. Ouais. Non, vraiment, c'est du très bon. Le seul problème, je dirais, c'est que c'est Netflix. Et qu'on connaît Netflix, une première saison incroyable, et puis après on descend de plus en plus jusqu'à la saison 3, qui est souvent pas ouf, et puis après on annule la série. On vous connaît Netflix, vous avez pas intérêt à faire ça avec One Piece. Et ce que j'aime beaucoup surtout avec cette adaptation, c'est qu'elle prend beaucoup plus de Pirates des Caraïbes que de l'animé One Piece. Et c'est plus ce qu'il fallait faire. En termes de musique, d'image et tout ça, c'est plus l'esthétique Pirates des Caraïbes. Et logique, vu que Pirates des Caraïbes est un film, c'est plus proche d'une série live action que l'animé. Et puis Pirates des Caraïbes, c'est ma deuxième trilogie préférée du cinéma, donc je ne peux qu'apprécier. Sex Education saison 4. Alors c'est des jeunes qui vont en cours, puis ils vivent leur vie. Meilleur résumé ever de Sex Education. C'est la dernière saison malheureusement, mais c'est un très bon final. Tout ce qui a été bon dans les anciennes saisons, ça y est toujours. Ça rajoute encore de nouvelles choses. C'est évidemment une série britannique avec un humour britannique comme j'adore. Il y a des vrais messages, des bons messages dans toute la série évidemment, mais dans cette saison aussi. Sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Et on pleure aussi dans cette série, surtout quand c'est la dernière saison et qu'on est autant attaché au perso. Et puis c'est quand même la série qui a révélé Ncuti Gatwa, dont on va reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, c'est par exemple ce que j'entendais par faux raccord. Le décor Noël a disparu. Et oui, comme chaque année, la vidéo a mis tellement de temps à être faite, que bah Noël c'est fini, et que du coup, vu que c'est aussi mon décor Twitch, bah j'ai tout enlevé. Donc du coup, la vidéo, ça va alterner entre décor Noël, décor pas Noël, voilà, logique. Bref, en tout cas, parlons de Berlin. Berlin qui est une série qui n'aurait jamais été dans cette vidéo si cette vidéo n'était pas sortie en retard, étant donné que cette série est sortie genre le 29 décembre. Quoi qu'il arrive, du coup j'ai eu le temps de la voir finalement après, et bon, il se trouve que moi j'adore la Casa des Papel, mais genre même les saisons d'après. Pour moi toute la série est masterclass, c'est une des meilleures séries Netflix, pas la meilleure parce qu'il y a Dark, mais une des meilleures, et donc quand ils ont parlé de faire des spin-offs, j'étais hype de fou. Et même si le personnage de Berlin en lui-même est détestable de fou, un spin-off sur Berlin était une très bonne idée. Et maintenant que j'ai vu la série, je suis toujours aussi d'accord. Ils ont pris tout ce qui marche dans la Casa des Papel, ont modifié un peu la formule pour que ce soit nouveau, et du coup ça marche encore mieux. On a un braquage qui est tout autant original que les deux précédents, on a les personnages super attachants et surtout qui ont une alchimie entre eux incroyable, mais cette fois-ci on n'est plus en Espagne, on est à Paris, et surtout le cerveau de l'équipe c'est entre autres Berlin, ce qui change beaucoup du professeur. En tout cas cette saison m'a trop donné envie de revoir la Casa des Papel, alors que je sais que c'est super long et que j'aurai jamais le temps, mais surtout j'ai trop hâte de la saison 2 parce que je pense qu'il va y avoir une saison 2. En tout cas, c'est clairement teasé à la fin. Après, est-ce que ça va être renouvelé? Je ne sais pas. J'espère. J'ai l'impression que ça a eu son petit succès quand même. Ça a même fait remonter la Casa des Papel dans le top 10 des séries vues sur Netflix. Du coup, pour moi, Berlin, c'est un immense oui. Gen V. C'est l'histoire de jeunes qui vont en cours, encore. Sauf que cette fois-ci, c'est une école de super-héros dans l'univers de The Boys. Et oui, c'est le premier spin-off de The Boys en live action. Il y avait déjà eu un spin-off animé. C'est tout autant gore, tout autant critique envers la société américaine, tout autant drôle. Les nouveaux persos sont incroyables. Alors évidemment, Homelander et Butcher nous manquent, mais on les reverra dans The Boys. On découvre donc des nouveaux persos, des nouveaux pouvoirs aussi, toujours autant originaux. Je trouve ça fou, la faculté qu'ont les auteurs, autrices, je ne sais pas, de The Boys pour inventer des nouveaux pouvoirs, et aussi pour détourner les pouvoirs des super-héros qu'on connaît, pour en faire des choses totalement folles. Et puis il y a aussi une intrigue très intrigante. Dans cette école, tout ne se passe pas comme prévu. Ou plutôt quelque chose se passe comme prévu, mais qui est pas prévu par les élèves. Enfin, regardez la série, vous allez comprendre. En tout cas, la série mène à la saison 4 de The Boys,
l'année prochaine, et j'ai vraiment hâte, la saison 4 de The Boys qui devrait mener apparemment à la saison 2 de Gen V. Ils vont alterner globalement, j'ai l'impression. En tout cas, il faut continuer comme ça avec les spin-offs The Boys. Surtout, je pense que The Boys est sur la fin. La saison 5 sera sûrement la dernière, je pense. Donc si on peut continuer dans l'univers avec des spin-offs, c'est très cool. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, l'univers The Boys, c'est sans faute. Prenez-en de la graine Netflix avec The Witcher. Voilà, ça c'était pour mes séries. Maintenant, passons à vos séries que vous m'avez proposées sur Instagram. Bienvenue dans cette première partie Instagram, dans laquelle je vais donc énumérer les séries que vous m'avez données sur Instagram, du coup ouais, logique. Et on commence donc par La Chute de la Maison Usher, série par les créateurs il me semble de The Hunting of Hill House et Bly Manor. Je l'ai pas encore vu mais c'était prévu de base, hein, j'ai juste pas eu le temps, parce qu'en plus ça adapte plusieurs œuvres de Edgar Allan Poe, et si vous avez vu ma critique de Bly Manor à l'époque, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de littérature, et que j'avais adoré en plus la série Bly Manor, donc je pense que je vais la regarder un jour celle-là, mais j'ai pas encore eu le temps. Ensuite on a The Bear, que j'ai pas vu non plus et que j'ai bien envie de voir en vrai, parce que j'en entends que du bien, mais voilà, je peux pas trop en dire plus. Ça a l'air très très cool à voir. Ahsoka, enfin une série que j'ai vue, j'en ai parlé du coup dans cette vidéo. J'ai beaucoup aimé, c'est un peu ce que j'aime dans Star Wars cette série, donc franchement allez la voir, c'est trop cool. Heartstopper saison 2, là pareil, j'en ai parlé dans cette vidéo, j'ai aussi énormément aimé et j'ai très hâte de la saison 3. Alors Witcher je connais pas du tout, je l'ai vu passer un peu je crois, mais même pas beaucoup. Mais comme je le dis tout le temps dans les parties Insta, si ça y est, c'est que c'est bien. En vrai pas tout le temps, mais en tout cas ça veut dire qu'au moins une personne a bien aimé, donc je vous le présente. Ensuite on a The Last of Us, donc la série HBO, qui est sortie en janvier, ça fait longtemps de fou, mais que j'ai aussi adoré. C'est hyper fidèle au jeu, mais ça change pas mal de trucs. Donc même si vous avez joué au jeu, je vous conseille la série, et franchement n'hésitez pas une seconde. Et enfin One Piece, donc le live action, même s'il y a aussi eu des épisodes de l'animé, là on parle du live action. Et comme je l'ai dit du coup, grand fan de One Piece, j'ai beaucoup aimé ce live action. Comme The Last of Us, j'ai trouvé qu'il adaptait très bien, c'est-à-dire on vire certains trucs qui sont pas très intéressants ou qui sont trop pour une première saison, on modifie 2-3 trucs et on en fait quelque chose de très très cool. Donc là aussi je vous le conseille complètement. Voilà, donc ça c'était pour vos séries sur Instagram. Maintenant on va passer à mon top 3 de mes séries préférées de cette année, avec en numéro 3, en Laniakea Award de bronze, tout simplement... Ah, Scott Pilgrim, ça faisait longtemps. Je pensais pas reparler de Scott Pilgrim un jour sur cette chaîne, et encore moins dans un Laniakea Awards, vu que je pensais tout simplement que plus rien ne sortirait Scott Pilgrim. Parce que de base, Scott Pilgrim c'est un comics, puis ça a été adapté en film, en jeu vidéo, et maintenant en série animée. Et le film, globalement, il est culte. En tout cas, pour toute une génération, il est culte. C'est bourré de références pop culture, avec des acteurs et actrices incroyables, la plupart qui ont maintenant joué dans beaucoup d'autres rôles, beaucoup plus connus, mais ils ont aussi joué dans Scott Pilgrim. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le film déjà. C'est la deuxième vidéo des Laniakea Museum, mais de la saison pilote. C'est-à-dire l'époque où il y avait même pas encore de fiction dans les Laniakea Museum, et surtout l'époque où c'était nul. C'est vraiment, faut pas aller revoir cette vidéo, elle a très mal vieilli, et puis en plus je dis approximativement tout ce que Karim Debache dit dans sa vidéo qui est bien meilleur, donc allez plutôt voir Karim Debache si vous voulez voir une critique du film. Mais sinon, allez voir le film aussi, c'est très très bien. Et surtout après, regardez la série, qui, au contraire de toutes les autres adaptations, ne reprend pas l'histoire classique de Scott Pilgrim. L'histoire classique, c'est Scott qui veut sortir avec Ramona, mais qui avant ça va devoir combattre ses 7 ex maléfiques. Alors oui, dit comme ça a aucun sens, mais c'est ça qui est bien avec Scott Pilgrim, c'est que rien n'a de sens et en même temps tout fait sens. Mais du coup là, la série, ça commence pareil, mais il y a un moment que je vais pas spoil, ça dévie, et du coup ça raconte une autre histoire, qui est tout autant bourrée de références pop culture, avec les mêmes acteurs et actrices d'ailleurs que le film, c'est les mêmes personnes qui font les voix des personnages, mais là en plus du coup il y a des références au film, beaucoup de références au film, ce qui pour quelqu'un qui a vu le film est génial, mais surtout c'est une autre lecture sur le même univers, ce qui fait qu'il y a plein de personnages qu'on apprend à mieux découvrir, des personnages vraiment secondaires dans le film, le comics et tout ça, qui là sont beaucoup plus mis en avant. Je pense notamment aux ex tout simplement, qui sont pas vraiment là dans le film. Enfin, ils sont là en général pendant une scène, pendant le combat, chacun avec un combat différent et tout, mais ils sont pas plus là, alors que là, ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus importants, beaucoup plus développés. Tous les personnages secondaires gagnent en développement, sauf la sœur de Scott. Ouais, je sais pas pourquoi, la sœur de Scott est moins développée, on la voit moins que dans le film. Je sais pas pourquoi elle en particulier, mais écoutez, c'est comme ça. Et puis il faut aussi parler de l'animation, de la musique, de la DA, tout ça c'est incroyable aussi. Sauf le générique. Alors il est pas horrible, il est pas nul, mais juste, je trouve qu'il a rien à voir avec l'ambiance de la série, donc je sais pas pourquoi ce générique. Je sais pas, et à vrai dire, je pense pas qu'il y aura de saison 2, mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 2. Et du coup, oui, la série mérite tout simplement son Laniakea Award de bronze des meilleures séries de 2023. Maintenant, passons au Laniakea Award d'argent des meilleures séries de 2023.
Doctor Who, comment expliquer ça simplement? Si vous connaissez pas, c'est une série sur un personnage qui s'appelle le Docteur, qui voyage dans l'espace et le temps dans sa boîte bleue, appelée le TARDIS, avec un ou une ou plusieurs compagnons. Voilà, c'est la manière la plus simple de résumer Doctor Who, mais ça il le fait depuis maintenant 60 ans cette année. Enfin en 2023 du coup, parce que maintenant on est en 2024, parce que cette vidéo a du retard, mais bref. 23 novembre 2023, c'était les 60 ans de la série. Et oui, ça fait beaucoup. Alors ça peut paraître très compliqué, si vous voulez j'ai fait une vidéo pour tout expliquer comment comprendre Doctor Who, parce qu'en fait c'est super simple, c'est juste ça a l'air compliqué de l'extérieur, mais une fois expliqué, super simple. Voilà, donc la vidéo est par là si vous voulez la voir, c'est sur mon autre chaîne YouTube qui est entièrement dédiée à Doctor Who, aussi si ça vous intéresse, si vous connaissez déjà la série. Mais bref, du coup cette année on a eu 4 épisodes de Doctor Who, 3 épisodes spéciaux pour les 60 ans de la série, et un épisode spécial Noël, comme chaque année à peu près, on a un épisode spécial Noël. Et cet épisode spécial Noël, il est là pour lancer la suite, du coup, la prochaine saison, mais on en parle juste après. D'abord on va parler des 60 ans. Les 60 ans étaient très attendus. Il y avait le retour de David Tennant en tant que docteur, qui est genre le visage du docteur pour beaucoup de gens. C'est pas le plus connu je dirais, parce qu'il y a quand même le 4ème Tom Baker qui est pas mal aussi, mais disons pour la jeune génération c'est le plus connu. Et donc là on savait qu'il revenait pour ces 3 épisodes du coup spécial 60 ans, et qu'après il repartirait quoi. Il vient juste pour faire la fête. Et fête il y a eu, parce qu'on a eu 3 épisodes totalement différents. Un épisode qui a adapté un vieux comics des années 80, un épisode très horrifique, très angoissant dans un vaisseau spatial aux confins de l'univers, et un épisode final sur Terre dans le présent contre un ennemi que le docteur n'a pas affronté depuis les années 60, le tout début de la série. Bref, c'était grandiose, il y avait beaucoup de choses aussi qui ont été controversées, mais en même temps c'est toujours le cas avec Doctor Who pratiquement. Personnellement j'ai adoré ces 3 épisodes, même si je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans le côté 60 ans de la série. Ils font pas très anniversaire ces épisodes, mais par contre ils concluent parfaitement Doctor Who depuis le retour en 2005, donc ce qu'on appelle la New Who. Ça conclut parfaitement entre guillemets, parce que Doctor Who n'est pas fini évidemment, vu qu'après on a eu l'épisode spécial Noël, avec le 15ème docteur, donc un nouveau docteur, celui qu'on va suivre pendant au moins 2 ans, voire plus, interprété par Ncuti Gatwa d'ailleurs, que vous connaissez sûrement de Sex Education, du coup on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et du coup ce qui est bien grâce à cette conclusion entre guillemets des 60 ans, c'est que l'épisode spécial Noël, et du coup la prochaine saison qui va après, qui s'appellera d'ailleurs saison 1, même si en fait c'est la saison 14 depuis le retour de 2005, et en vrai c'est genre la saison 40, 50 je sais plus, depuis le début de la série, mais ça, impossible à compter. Bref, du coup cette saison 1 sera visionnable par tout le monde. Oui, c'est la suite des 60 ans qu'il y a eu avant, mais si vous avez jamais rien vu de tout le reste, vous pouvez quand même commencer la saison 1, c'est quelque chose qui est hyper courant avec Doctor Who, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle saison 1, c'est bien pour montrer, vous pouvez commencer par là. D'ailleurs ça sera la première saison sur Disney+, en dehors de la Grande-Bretagne, donc notamment en France par exemple. Voilà, maintenant c'est Disney+, qui distribue en dehors de la Grande-Bretagne, et du coup sur Disney+, il y a déjà les 60 ans, donc les 3 épisodes, l'épisode spécial Noël, et il y aura la saison 1 en mai. Donc si vous avez jamais vu Doctor Who, je vous recommande grandement l'épisode Noël, parce que les 60 ans peut-être que faut plus avoir vu les autres avant pour comprendre, mais l'épisode Noël vous pouvez commencer par là, et puis surtout la saison 1 qui arrive en mai. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne entièrement sur Doctor Who, si vous aimez la série, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, tout est là-bas. Et donc oui, pour ces seulement 4 épisodes, Doctor Who mérite amplement son Laniakea Award d'argent des meilleures séries de 2023. Et maintenant, notre premier Laniakea Award d'or de cette année, la meilleure série de 2023 selon moi. Je veux bien sûr parler de... Pour la faire simple, l'humanité a été contaminée par un virus. Alors c'est pas vraiment un virus en fait, c'est un champignon, le Cordyceps, qui contrôle le cerveau de son hôte et qui le transforme globalement en zombie. Du coup c'est complètement une apocalypse zombie. Et on va y suivre Joel, qui doit amener Ellie, qui ne connaît pas du tout au début de l'aventure, et pourtant il va devoir l'amener à l'autre bout du pays pour, a priori, sauver l'humanité. Voilà, je vais pas en dire plus pour éviter de spoil le moins possible. The Last of Us de base c'est un jeu vidéo. C'est même 2 jeux vidéo, The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2. Là, la saison 1 adapte seulement The Last of Us Part 1 et son DLC Left Behind. Jeu sorti genre en 2013 je crois, en tout cas sur PS3 il y a longtemps, et qui est un énorme classique de la PlayStation. Ça utilise quelque chose de surutilisé, une apocalypse zombie, voilà, il y a 1 milliard d'œuvres dessus. Mais en fait ça utilise ça juste pour montrer l'humanité en fait. Le bon qu'il y a dans l'humanité, mais aussi le mauvais, le très mauvais. Et ça le fait brillamment dans les jeux, et dans la série, j'aurais même tendance à dire encore mieux. Il faut savoir que le premier jeu je l'ai adoré évidemment, mais je préfère amplement le deuxième
deuxième jeu, qui est déjà plus long, mais aussi beaucoup mieux dans tout ce qu'il essaye. Le premier jeu a vieilli, et pas à niveau graphisme, hein, parce qu'il y a eu des remasters et tout, mais il est beaucoup plus court, beaucoup plus contenu, il essaye beaucoup moins. Et c'est logique, c'était le premier, voilà, c'est une masterclass pour son époque, mais du coup la série qui adapte ce premier jeu fait tout mieux. Logique, il y a eu 10 ans entre les deux. Donc on a là une adaptation fidèle, hein, ça suit vraiment l'histoire du jeu, mais parfois ça s'en éloigne pour l'améliorer. Il y a des trucs qui passent à la trappe, mais je ne me souviens pas d'un seul truc qui est passé à la trappe qui est vraiment dérangeant. Par contre, il y a des trucs rajoutés qui sont tellement incroyables. L'épisode 3 par exemple est complètement une invention. Alors ça suit des personnages qui sont dans le jeu, ça suit vite fait l'histoire de ces personnages du jeu, mais ça rajoute beaucoup plus et ça rend ces deux personnages qui sont pas hyper importants dans le jeu tellement attachants, tellement importants en un épisode. Vraiment l'épisode 3, masterclass. D'ailleurs je me souviens que c'est l'épisode 3 encore aujourd'hui, alors que The Last of Us est sorti en janvier. La série a complètement compris ce qu'était le jeu. Et je pense que c'est notamment dû à Neil Druckmann qui travaille sur la série et qui est le créateur des jeux, mais aussi et surtout au fait que c'est une équipe de fous qui fait la série. Craig Mazin notamment a fait Tchernobyl. Donc globalement, c'est entre de très bonnes mains. J'ai très hâte de la saison 2 et de la saison 3 parce que le deuxième jeu est clairement pas adaptable en une saison. Il va falloir au moins 2 saisons. D'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, on a déjà parlé du deuxième jeu et même du premier en remastered dans les Laniakea Awards d'avant. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur le deuxième jeu, un Laniakea Museum. N'hésitez pas à aller la voir, elle a sûrement très mal vieilli, mais toujours moins que Scott Pilgrim. Bref, en tout cas, évidemment que The Last of Us saison 1 mérite amplement son Laniakea Award d'or de la meilleure série de 2023. World Premiere. Et si on allait dans l'Under? Bonne idée, je me fais une pioche. J'arrive par la terre. Un dragon! Il est temps de parler de jeux vidéo. Tous les ans, c'est la catégorie où j'ai le moins d'œuvres à vous présenter. Eh bien, sachez que cette année, ce n'est plus le cas. Et non parce que maintenant, j'ai une chaîne Twitch. Bon, en réalité, ça fait déjà quelques années, mais on va dire que maintenant, j'arrive à être régulier sur cette chaîne Twitch, et que donc je peux jouer aux jeux qui sortent cette année. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch d'ailleurs, je stream à peu près tous les jours. De toute façon, il y a tous les réseaux en description, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis à peu près partout. Et bien évidemment, je rappelle le règlement, il faut que le jeu soit sorti en 2023. Après, c'est pas obligé d'être un jeu. Ça peut être aussi un bon DLC, et évidemment il faut que j'y ai joué. D'ailleurs ça j'ai pas précisé, mais que ce soit film, musique, jeu vidéo, c'est logique, j'ai joué, vu ou écouté l'œuvre que je vous présente. Ok, donc on peut maintenant commencer avec le premier jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, God of War Ragnarok Valhalla. Alors oui, on commence directement avec un DLC et pas un jeu à proprement parler, mais c'est pas n'importe quel DLC. Pour l'histoire, on est juste après God of War Ragnarok, je vous spoilerai pas les événements de Ragnarok, et donc dans ce DLC, Kratos va se rendre au Valhalla, parce qu'il y a été invité par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, c'est ce qu'on va découvrir. C'est, je pense, le jeu, voire l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui qui est sorti le plus récemment. Le DLC date de décembre, mais ce qui est fou, c'est que c'est un DLC gratuit. Un DLC gratuit en 2023. Et oui, ça existe toujours. Et c'est pas juste un DLC gratuit qui rajoute des skins d'armes ou des trucs comme ça. Non, non, c'est un DLC gratuit qui rajoute tout un mode de jeu et toute une partie scénario. On est sur un gros DLC complètement gratuit. Et je dois bien avouer que de base, je comptais pas faire ce DLC, parce qu'en fait, le mode de jeu, c'est un mode de jeu roguelite. J'en avais jamais fait et je me disais que c'était pas pour moi parce que fallait trop réfléchir en fait. Enfin, j'aime bien réfléchir sur des énigmes dans les jeux, mais pas sur ce genre de stats en fait. Et surtout, le roguelite, c'est très basé sur le combat. Et le combat dans God of War, c'est pour moi le seul point faible du jeu. J'aime pas trop les combats et le gameplay des God of War. Mais quand j'ai appris qu'il y avait une grosse partie scénario, je me suis dit, let's go, on tente. J'y ai joué et c'est incroyable. Bon, déjà, le scénario est incroyable, mais on va pas trop en parler pour pas spoil. Mais en fait, je me suis même pris à aimer le gameplay et les combats. Là, j'ai apprécié combattre dans ce DLC. Donc c'est très cool parce que du coup, pour le prochain God of War, je serais chaud. Même pour le combat, mais vraiment, je pensais pas autant aimer. Et du coup, ça me donne envie de faire d'autres roguelites. Donc on verra l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'était très cool. Ensuite, on a Avatar Frontier of Pandora. On y joue une Na'vi qui a été enlevée par les humains quand elle était enfant. Elle et ses amis. Et ils ont été éduqués du coup par ces humains. Et ils n'ont jamais vu dehors Pandora. Enfin, depuis qu'ils ont été capturés, ils l'ont jamais vu. Et du coup, là, on joue quelques années plus tard. Au moment où on arrive enfin à s'échapper. Et où on découvre Pandora. Où on redécouvre Pandora plutôt.
et du coup il va falloir recréer des liens avec les autres Na'vi, et surtout aider la résistance contre les humains. C'est un classique monde ouvert d'Ubisoft, mais moi j'adore les classiques monde ouvert d'Ubisoft. Le jeu est magnifique, Pandora est magnifique, on a vraiment l'impression d'y être. Le fait que le jeu soit en première personne aussi, ça renforce de fou l'immersion. On a vraiment l'impression d'être Na'vi, ou même l'impression d'être dans les films. Vraiment, je pense que l'immersion dans ce jeu, c'est ce qui est le plus bluffant. Alors j'ai pas encore fini le jeu, du coup je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup sur le scénario, mais en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, ça suit plus ou moins l'histoire des films. Enfin on joue pas du tout avec les personnages du film, hein. On n'est pas du tout dans la même région de Pandora et tout. Mais en termes de les humains sont repartis, puis sont revenus et tout ça, c'est comme dans les films. Donc là aussi c'est très très cool. Franchement si vous avez aimé les films, je vous conseille fortement ce jeu. Maintenant parlons de Fortnite. Alors oui, je sais, le jeu n'est pas du tout sorti en 2023. Je commence déjà à tricher. Mais en fait on va parler de deux grosses mises à jour qu'a eu Fortnite cette année. Tout d'abord Fortnite OG. Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. La première map qui revient. Énorme succès, tous les nouveaux joueurs y ont évidemment joué. Tous les anciens joueurs sont revenus, notamment tous les anciens créateurs de contenu. Vraiment on était back tout 2018. C'était vraiment incroyable, mais ça n'a duré qu'un mois. Et après ce mois-là, c'était le début du chapitre 5. Qui dit nouveau chapitre dit beaucoup de changements, nouvelle map et tout ça. C'est des gros changements les chapitres, pour ceux qui connaissent pas trop. Mais là, on n'a jamais eu un aussi gros changement depuis la création du Battle Royale en fait. Du mode Battle Royale de Fortnite. Le chapitre 5 est venu du coup avec une nouvelle map qui déjà à elle-même, avec toutes les nouveautés qu'il y a dessus, c'est pour moi le meilleur chapitre depuis le chapitre 1. Mais surtout, Fortnite vient avec 3 nouveaux modes que le Battle Royale. Un mode survie style Minecraft en Lego, des Lego Fortnite qui font du Minecraft. Un mode de course inspiré de Rocket League, qui appartient à Epic Games, qui s'appelle Rocket Racing. Et un mode musical, très inspiré de Guitar Hero et Rock Band, qui s'appelle Fortnite Festival. Les 4 jeux excellent dans ce qu'ils font, les 4 modes de jeu. Là, Epic Games nous montre vraiment qu'ils veulent faire une sorte de métaverse. Alors attention, maintenant métaverse, c'est employé à tort et à travers, mais ils veulent clairement faire un truc énorme avec Fortnite, où tu vas jouer à plein de modes de jeu, pas que au Battle Royale. Et c'est quelque chose qu'on présentait déjà au chapitre 1 saison 5. En tout cas, je m'étais fait la réflexion à l'époque quand ils ont ajouté Lazy Links, le golf, et qu'on pouvait faire du golf avec une émote. Il y avait aussi des émotes de foot, de basket et tout ça dans cette saison. Et je me souviens m'être fait la réflexion à l'époque qu'on pourrait peut-être dans le futur aller dans le Battle Royale, mais pour faire autre chose que du Battle Royale, notamment du golf et tout ça. Au final, ça a beaucoup plus de sens que ce soit pas dans Battle Royale mais des modes à côté. Mais c'est clairement ce qu'ils vont faire. Il y a des rumeurs sur un mode sport. Je pense qu'il va y avoir un mode avec Fall Guy. Clairement, je pense que c'est pas fini avec les modes de jeu et on n'est pas prêt d'avoir fini d'entendre parler de Fortnite. Mais revenons quand même à un jeu qui est vraiment sorti en 2023 avec Jedi Survivor. C'est à la suite de Fallen Order que Cal Kestis, maintenant un Jedi accompli, est plus ou moins dans des actions de résistance contre l'Empire, mais il va malheureusement réveiller quelque chose de très puissant qui valait mieux pas réveiller et qui vient d'un temps très ancien. Le jeu est magnifique. Le premier l'était déjà, mais celui-là l'est encore plus vu que PS5. D'ailleurs le premier était très bon, mais il y avait pas mal de trucs à corriger, ce que ce deuxième opus fait en partie. Il y a pas mal de trucs du premier qui sont corrigés, il reste quand même des trucs à corriger pour un possible troisième, il y a quand même des longueurs, il y a des moments vraiment chiants, et la difficulté est un poil abusée pour certains combats de boss notamment, mais sinon l'histoire est très prenante, en plus ça parle d'une ère de Star Wars qu'on n'aborde jamais, et puis ça étend encore plus l'univers de Star Wars, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Star Wars aussi, tout cet univers étendu, ce nouvel univers étendu, qui se porte pour l'instant très très bien. Super Mario Wonder. Bon pour l'histoire c'est Mario qui doit sauver le monde de Bowser, hein, comme d'habitude. Oui, ce n'est plus sauver Peach depuis beaucoup de jeux, maintenant il faut sauver le monde. Mais cette fois-ci c'est pas le royaume champignon, non, on est dans un autre royaume, le royaume des fleurs, qu'il faut aussi sauver de Bowser, donc ça change pas beaucoup. Par contre ce qui change, c'est tout le reste. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la sortie de New Super Mario Bros sur DS, qui est d'ailleurs mon tout premier jeu DS, hein, donc vraiment ça date, depuis ce jeu-là, la formule Mario Bros en 2D n'a pas évolué du tout. On a eu des nouveaux power-up, on a eu des nouveaux persos, 2-3 nouveaux persos, pas plus, hein, mais on a surtout eu une quinzaine de nouveaux jeux dans le même moteur graphique, avec les mêmes niveaux presque en boucle. On commençait peut-être à faire une overdose, peut-être un peu abusé avec ce moteur graphique, et enfin on a un nouveau Mario 2D, avec nouveau moteur graphique, nouveau graphisme, nouvelle animation, nouveau bruitage, nouveau power-up, nouveau nom, tout nouveau. Alors oui, par contre les développeurs ont clairement dit qu'ils allaient poncer ce nouveau moteur graphique comme ils ont fait avec New Super Mario Bros, mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on va avoir un Super Mario Wonder 2, 3, 4, 55 peut-être, et à un moment on en aura marre et on voudra passer à un nouveau moteur, mais pour l'instant vu que c'est nouveau, on est chaud. Puis évidemment là où un Mario excelle, c'est pas dans l'histoire, c'est vraiment dans le gameplay, comme beaucoup de jeux Nintendo en fait, et le gameplay de ce Mario est génial. Les nouveaux power-up, les niveaux inventifs, le principe de la fleur Wonder, le 100% qui est très cool à faire et pas compliqué. D'ailleurs le jeu est un peu simple, c'est peut-être le point faible, peut-être qu'il faut augmenter un peu la difficulté pour les prochains, mais bon c'est un jeu qui se veut grand public donc évidemment c'est plutôt simple.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre un nouveau Mario 3D. Je pense que ça arrivera avec la sortie de la nouvelle Switch en fin d'année 2024. Assassin's Creed Mirage. C'est l'histoire de Basim qui essaye de gagner sa vie en faisant des petites missions par-ci par-là, et qui au final, après beaucoup de péripéties, se retrouve chez les assassins. C'est globalement l'histoire de tous les Assassin's Creed en fait au début, puis je vais pas aller plus loin pour pas spoil, et surtout parce que j'ai pas encore fini ce jeu non plus. Mais déjà on peut commencer directement par dire que le jeu est beau de fou. J'ai été surpris de voir à quel point il était beau, parce que bon, c'est Ubisoft, ils font des bons jeux, mais les graphismes c'est pas non plus leur fort quoi. Là, c'est magnifique. C'est un retour aux sources évident, hein. C'est comme ça qu'il a été vendu, c'est comme ça qu'il a été acheté. Fini les grands open world très ouverts, commencé avec Origins, on revient à l'ancienne recette. D'ailleurs, je suis en train de faire sur Twitch ces anciens jeux. En effet, je suis actuellement en train de faire un marathon Assassin's Creed, et on en est encore qu'au début, donc on est en fait aux sources. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée de revenir aux sources, mais de pas abandonner la nouvelle formule. Je pense que le mieux, ça serait d'alterner un jeu à l'ancienne, un jeu nouveau avec le monde ouvert, très ouvert, comme Origins, Odyssey, tout ça. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il me semble que Codename Red, qui est le jeu qui se passera au Japon, est un jeu monde ouvert, très grand, donc je crois que c'est plus ou moins ce qu'ils sont en train de faire. Ça, plus les jeux mobiles, les jeux VR, ils sont en train de faire des Assassin's Creed pour tout le monde. Vraiment, ça va être incroyable. Moi qui adore la série, je peux être que content de voir que Assassin's Creed a de beaux jours devant lui. Sea of Stars. Encore un jeu que j'ai pas encore fini, mais parce que je manque de temps. J'ai essayé de faire un maximum de jeux, mais je manque de temps pour les finir. D'ailleurs, tous les jeux dont j'ai parlé aujourd'hui, on y joue en live sur Twitch. Donc tous les jeux que j'ai pas fini, vous pouvez être sûr que je vais les finir en live sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. Et donc, Sea of Stars, c'est un jeu... Alors je pourrais pas trop vous résumer l'histoire. Globalement, on joue deux personnages qui ont des pouvoirs différents, qui sont allés à une école de magie, et qui maintenant doivent globalement sauver le monde, en gros, comme d'hab. Hein. Le jeu est un RPG à l'ancienne, avec des graphismes faussement à l'ancienne, c'est-à-dire pixelisés, mais faussement pixelisés. Hein. Je trouve ça magnifique, évidemment. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est la mécanique de combat, où il y a des systèmes de rythme, de jeu de rythme, pour faire plus de dégâts. Un peu comme dans Mario RPG, d'ailleurs, je crois. Franchement, c'est une très belle surprise, et j'ai hâte de le continuer. Lethal Company. Alors, pour ce jeu-là aussi, je triche. Oui, si vous avez déjà vu les Lanyaka Awards des autres années, vous savez que je triche assez souvent, mais j'ai toujours une très bonne explication. Et là aussi, ça ne déroge pas à la règle. En fait, je triche parce que je n'ai pas joué au jeu. Mais il faut quand même que j'en parle parce que c'est Lethal Company, quoi. Alors pour le principe du jeu, c'est très simple. C'est un jeu multi qui se joue avec un chat de proximité, c'est-à-dire plus t'es loin, moins t'entends l'audio de quelqu'un. Et en fait, vous êtes embauché par la compagnie. Vous devez aller sur des planètes, récupérer des trucs pour vendre à la compagnie ensuite. Et si vous respectez pas le quota, vous êtes viré. Voilà, c'est super simple. Sauf que sur les planètes où on va, il y a des dangers. Alors déjà des catastrophes naturelles, des inondations, des éclairs, mais aussi des créatures flippantes et dangereuses. Et le jeu est vraiment incroyable, parce qu'en fait c'est le jeu parfait pour jouer avec des amis. C'est terrifiant, c'est super drôle aussi, quand vous y jouez avec des amis. Le chat de proximité y est pour beaucoup, et vu que c'est le jeu parfait pour jouer entre amis, c'est le jeu parfait pour Twitch, et donc le jeu a un petit peu buzzé. Un petit peu, parce qu'en fait c'est-à-dire que je triche pas juste parce que j'ai pas joué au jeu, je triche aussi parce que le jeu n'est pas vraiment sorti cette année, vu qu'il est pas sorti en fait. Enfin si, mais c'est une pré-alpha je crois. En tout cas c'est pas la version définitive du jeu. Et pourtant tout le monde y joue déjà, parce que c'est trop bien. D'ailleurs il y a l'air d'avoir un lore assez intriguant et intéressant, mais qui a pas non plus l'air très fini vu que le jeu est pas fini. Donc surtout n'hésitez pas à jouer à ce jeu avec vos amis. Lies of P. Alors ça c'est un jeu qui a quelques années il aurait jamais été là. Alors pour expliquer vraiment globalement, vous prenez Dark Souls, Elden Ring pour les plus jeunes, sauf que le personnage principal c'est Pinocchio. C'est un jeu où vous jouez Pinocchio et vous allez devoir affronter des boss en faisant des roulades, des boss très durs à battre, sauf que particularité du jeu du coup, vu que c'est Pinocchio, vous pouvez mentir ou dire la vérité à certains moments et ça influera sur le reste du jeu. Et ça influera sur le reste du jeu. Et moi je suis nul au Souls-like, enfin je sais que j'ai pas la patience en tout cas d'y arriver, du coup c'est un genre que j'ai vraiment esquivé toutes ces années, j'ai jamais joué à Dark Souls et tout, et le seul truc qui m'attirait dans ces jeux c'était l'ADA et les graphismes. C'est notamment pour ça que d'ailleurs mon premier Souls-like c'est Demon's Souls remake sur PS5, parce que quand il est sorti il était juste magnifique, mais je l'ai jamais fini évidemment. Puis ensuite j'ai joué à Elden Ring parce que pareil, DA, graphisme, et j'ai finalement testé Lies of P pour la même raison, c'est magnifique. La DA est incroyable, ce côté steampunk qui change du coup des autres Souls-like qui sont souvent médiévales, en tout cas fantasy. Là on est sur du steampunk avec des robots quoi finalement. Et j'ai été tellement hype par la DA que j'ai carrément joué à la démo avant même que le jeu sorte, j'avais envie d'y jouer. Et du coup c'était vraiment très dur, mais j'ai pas été déçu. Par contre je l'ai pas encore fini du tout, il va falloir que je le finisse peut-être. Et pour finir on va parler de Mario Kart. De Mario Kart 8 Deluxe, des DLC bien évidemment, parce que sinon le jeu est sorti en 2014. Enfin 2014 c'est Mario Kart 8, mais globalement c'est le même jeu. Mais voilà, du coup comme j'ai dit, le jeu est sorti de base en 2014, il est ressorti en 2017 du coup sur Switch, mais clairement on s'attendait pas à avoir des nouveaux terrains en 2023. On a eu un DLC d'un jeu vieux de 10 ans. Parce que de base en plus on devait juste avoir des nouveaux circuits
circuits mais des anciens, des circuits qui prendraient juste de Mario Kart Tour en fait, mais finalement on a eu le droit à carrément des nouveaux circuits complètement inédits, et même un truc qu'on s'y attendait encore moins, des nouveaux personnages. Vraiment, ce DLC est fou, ça double le nombre de circuits, pour un jeu où on en avait marre d'être toujours sur les mêmes circuits, c'est fou. Il y a des nouveaux persos comme j'ai dit, et surtout la meilleure nouvelle, c'est que clairement ce DLC était là pour nous faire attendre, parce que le prochain Mario Kart arrive. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement que on a ce DLC du coup qui est fini maintenant, là en fin 2023, que on sait avec certitude que la prochaine Switch sort fin 2024. Si à la sortie de la prochaine Switch il n'y a pas Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, je sais pas si Tour c'est le 9, appelez-le comme vous voulez, mais clairement fin 2024, genre septembre, un truc comme ça, il y a le nouveau Mario Kart. Et ça c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, parce que j'en ai vraiment marre de jouer sur les mêmes courses. Alors c'est bien beau, on a plein de nouvelles courses maintenant avec les DLC, mais ça reste des anciennes courses quoi, qu'ils ont remis. Je veux vraiment un nouveau Mario Kart avec du gameplay différent, je veux un nouveau jeu quoi. Enfin en tout cas voilà, c'est tout pour les jeux vidéo de cette année pour moi. Maintenant voyons vos jeux que vous m'avez proposés sur Insta. On est de retour du coup pour cette partie Instagram pour les jeux vidéo cette fois. Comme chaque année c'est là où j'en ai le moins évidemment, donc ça va aller assez vite, par contre il y a de la qualité. Et on commence tout de suite par Hogwarts Legacy, que perso j'ai pas spécialement aimé, j'ai pas grand chose à dire dessus. Après je suis pas un immense fan d'Harry Potter de base, donc ça joue peut-être dessus. Mais c'est vrai quand même qu'il a assez fait parler de lui en début d'année, donc on va le mentionner vite fait ici. Mais le jeu suivant est bien mieux, il s'agit d'Assassin's Creed Mirage. J'en ai parlé tout simplement dans cette vidéo. J'ai pas encore fini le jeu, mais le jeu est magnifique, le jeu est très cool pour l'instant. Après je suis un immense fan d'Assassin's Creed par rapport à Harry Potter par exemple, donc là aussi ça doit jouer, mais vraiment je vous le conseille. Après on m'a aussi dit GTA 6, alors oui GTA 6 ça a été très important cette année parce qu'il y a eu le trailer, mais le jeu n'est pas sorti en 2023 vu qu'il sort en 2025, s'il n'est pas retardé plus. Donc on se retrouve en 2025 pour l'avoir vraiment, sûrement en jeu de l'année même. On verra ce qu'il y a cette année là, mais bon. Et évidemment on m'a cité, c'est d'ailleurs le jeu qu'on m'a le plus cité, Clash of Clans. Comme l'année dernière, je vois qu'il y a un running gag qui se crée. Clash of Clans n'est toujours pas sorti cette année, il est vraiment très vieux le jeu. Alors oui, il y a des mises à jour. Et j'avoue, j'ai mentionné Fortnite, qui n'est pas sorti non plus, mais il y a eu une mise à jour. Mais bon, la mise à jour de Fortnite était un peu plus importante que celle de Clash of Clans peut-être. Je sais pas, ça fait très longtemps que je suis pas retourné sur Clash of Clans, mais j'en ai pas entendu parler autant de Fortnite. En tout cas, je le mentionne quand même. Voilà. Maintenant, fini les conneries, on va pouvoir passer au top 3 de mes jeux préférés de cette année. Et on va commencer tout de suite du coup avec le top 3, qui n'est nul autre que... On est là sur la première exclue Microsoft que je fais de ma vie. J'ai jamais eu de Xbox avant ça, mais évidemment Starfield je pouvais pas passer à côté, parce que quand même Skyrim dans l'espace, il faut y jouer. J'ai personnellement adoré le jeu, et je l'ai même pas encore fini. Il a presque tout ce que je lui demandais. C'est un immense monde ouvert spatial, où on peut aller de planète en planète, on peut visiter toutes les planètes qu'on voit, même si la plupart sont des lunes où il y a rien dessus, on peut quand même y aller, notamment pour poser des bases, pour laisser des compagnons là-bas, c'est possible. Mais le jeu a aussi tous les bons côtés de Skyrim, Fallout et tout ça, c'est-à-dire le côté on peut parler aux personnages, on peut s'attacher à nos compagnons, on peut leur parler vraiment pendant longtemps de sujets qui ont rien à voir avec la mission, de leur vie, de leurs doutes, on peut faire ça. Il y a une assez grande liberté dans le jeu finalement. C'est plus ou moins mon premier jeu Bethesda aussi en fait. Alors j'ai joué à Skyrim un peu vite fait il y a longtemps, et j'ai pas encore fait les Fallout, il faut que je les fasse d'ailleurs, ça va arriver dans pas longtemps je pense sur Twitch. Et oui, sur plein de points, c'est pas au niveau des cinématiques, peut-être des expressions faciales, au niveau des modèles 3D aussi, des personnages en général, des personnages secondaires surtout, au niveau des options peut-être de dialogue, après un Baldur's Gate par exemple, que j'ai pas fait, mais que je sais être assez riche à ce niveau-là. D'ailleurs c'est marrant de se dire que de base Baldur's Gate et Fallout c'est le même développeur, et du coup Fallout est passé à Bethesda et Baldur's Gate à Larian Studio, mais bref ça c'est une autre histoire. Donc je disais, même si il est en retard le jeu sur plein de trucs, pour moi il reste très bon dans une seule chose, et c'est pour moi le plus important pour un jeu, en tout cas c'est ce que j'attends le plus d'un jeu Bethesda, c'est l'immersion, et je trouve que l'immersion dans le jeu est très réussie. Malgré les problèmes, quelques bugs et tout ça, j'ai été vraiment immergé dans le jeu, dans l'univers, dans l'histoire même si l'histoire c'est pas ce que je trouve le plus intéressant, les quêtes secondaires par exemple. Il y a un soir en live j'ai fait une quête secondaire, je pensais que ça me prendrait 10 minutes et après j'allais partir sur la quête principale, mais non, ça m'a pris toute la soirée et c'était trop intéressant. Alors oui, peut-être qu'un The Witcher 3 aura des meilleures quêtes secondaires, j'ai pas encore fait The Witcher 3, mais disons que si on le compare pas aux autres jeux, le jeu est très bon, et c'est pour
pour ça qu'il n'est que 3ème. Mais franchement j'ai passé un très bon moment dans ce jeu et j'ai pas fini, donc j'ai hâte de m'y replonger dedans. Et aussi Imagine Dragons a sorti une musique incroyable sur le jeu, Children of the Sky, vraiment allez écouter, banger. Bref, il mérite amplement son Laniakea Award de bronze des meilleurs jeux de 2023. Maintenant passons au Laniakea Award d'argent et après une exclue Xbox, passons à une exclue PlayStation. Évidemment, si j'étais pas Team Xbox durant toutes ces années, c'est parce que j'étais Team PlayStation. Alors en vrai, on s'en fout, il y a des bons jeux des deux côtés, il y a des mauvais jeux des deux côtés. Mais pour ce que je recherchais jusqu'à présent dans le jeu vidéo, c'est-à-dire les grosses histoires solo, les gros jeux où le but du jeu ultime c'est le 100%, après avoir fait une histoire de fou, forcément PlayStation c'est les boss. Notamment avec leur saga Spider-Man, commencé avec Spider-Man PS4, puis Miles Morales, et maintenant Spider-Man 2. Et je l'attendais beaucoup, surtout après les trailers qui montraient que le jeu avait beaucoup changé. Parce que le jeu Miles Morales était vraiment proche du premier jeu. Logique, de base ça devait être un DLC qui a été transformé en jeu un peu plus gros, qui restait tout petit et vraiment calqué sur le premier. Là on change vraiment, la DA est changée, la map est plus grande, le système de 100% a changé, le système de collectable tout court a changé. On contrôle cette fois-ci les deux Spider-Man, ce qui est une première. Dans le premier c'était Peter Parker, dans Miles Morales c'était Miles Morales, là c'est les deux. Et évidemment les ennemis sont encore plus nombreux, l'histoire est encore plus folle, même très surprenante à certains moments. Il y a énormément de références aux comics, énormément de références à plein de trucs Spider-Man. Et surtout, le jeu est beaucoup plus sombre que le premier et même Miles Morales. Les deux avaient déjà des parties assez sombres, mais là, on est carrément sur du gore parfois. Alors, très léger quand même, ça reste Spider-Man. Mais Venom, il y va pas de main morte. Parce que oui, en ennemi principal, on a Venom et Kraven. Ce qui est un combo assez bien trouvé, franchement. Les deux marchent très bien ensemble, et dans le jeu, ils l'ont très bien fait. C'est le premier Spider-Man aussi sur PS5 full. Parce que Miles Morales était sorti sur PS5, mais aussi sur PS4. Là, il est pas sorti sur PS4, Spider-Man 2. Donc, il exploite la PS5 à son maximum, notamment le SSD de fou, et ça se voit. Donc oui, Spider-Man 2 mérite son Laniakea Award d'argent des meilleurs jeux de 2023. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est pas une surprise, je suis un immense fan de Zelda, c'est ma licence de jeux vidéo préférée. J'adore cette licence, c'est donc pour ça évidemment que j'attendais le jeu avec impatience. Zelda Breath of the Wild pour moi était une révélation. C'est-à-dire que Breath of the Wild, pour les fans de Zelda, il y a eu deux réactions. Soit c'était trop éloigné de ce que les gens attendaient dans Zelda et du coup ça a déçu. Soit c'était pile ce que les gens attendaient dans Zelda en 2017. Oui, ça commence à dater. Et du coup c'était le meilleur jeu de tous les temps. Pour moi, c'était le deuxième cas. Même si mon préféré reste Ocarina of Time, mais parce qu'il y a la nostalgie qui rentre en compte, Breath of the Wild est pour moi le meilleur Zelda, en tout cas, jusqu'à cette année. Parce que là où on pouvait penser que Tears of the Kingdom allait juste réitérer la formule, et juste être bon et être une très bonne suite à Breath of the Wild et faire pareil, et ben en réalité pas du tout. Juste en ajoutant quelque chose, le principe de craft. Alors le principe de craft c'était déjà dans plein de jeux. Vous savez, craft les véhicules et tout ça. Mais pousser à ce niveau-là, c'est du jamais vu. Et en plus, faire ça pour l'exploration, je vous le dis, dans les prochaines années, il va y avoir 1 milliard de clones de Zelda Tears of the Kingdom qui essayent de reproduire cette mécanique de construction et foirée, évidemment, n'est pas Nintendo qui veut. Donc oui, Tears of the Kingdom c'est pas juste Breath of the Wild 2, c'est un tout autre jeu, c'est un jeu qui a révolutionné son genre. Comme je l'ai dit avec Mario Wonder, Nintendo c'est l'école du gameplay et il nous le montre encore une fois avec ce jeu. Donner ce jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, c'est pas un problème. Peut-être qu'il y aura un peu de moments d'adaptation par rapport à Breath of the Wild qui est plus simple, mais c'est largement faisable. Des mondes ouverts que j'ai fait dans toute ma carrière de gamer, il y en a que 3 qui ont compris le principe de monde ouvert qui est la liberté. Et pour moi, ces 3 là, c'est Breath of the Wild, Elden Ring et Tears of the Kingdom. Alors j'ai pas encore fait tous les mondes ouverts, tous les RPG, tout ça, mais de ce que j'ai fait, c'est les 3 seuls qui ont compris ça. Et en fait, ils le font tellement bien qu'on est complètement libre. Mais en plus, en dehors de ce côté monde ouvert et liberté qui est super important, Tears of the Kingdom améliore les donjons et l'histoire du jeu, qui étaient un peu les défauts de Breath of the Wild. Bon, Tears of the Kingdom est assez calqué quand même sur Breath of the Wild, hein. Il y a à peu près le même nombre de donjons, qui est très peu, mais les donjons sont un peu plus inventifs, surtout plus original, parce que dans Breath of the Wild il y a peu de donjons, mais en plus c'est les mêmes, globalement, hein, niveau DA, et le boss, pareil, identique. Là il y a que des boss différents, des concepts différents, c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, j'ai toujours un regret des donjons de l'époque, mais dans ce jeu-là, ça m'a beaucoup moins dérangé que dans Breath of the Wild. Et donc de ce que j'ai compris, Nintendo a pas prévu de repasser à l'ancienne formule de Zelda, et j'en suis très content. Je préfère qu'ils continuent dans cette veine, en l'améliorant de plus en plus pour en faire quelque chose d'incroyable, pour en faire vraiment le Zelda ultime à chaque fois, mais le mieux ça serait quand même de nous faire des remakes des anciens jeux, comme ça on aura quand même l'ancienne formule mais un peu remis au goût du jour. Et du coup bien évidemment que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mérite largement le Laniakea Award d'or du meilleur jeu de 2023. World Premiere. Ok, il reste plus qu'à finaliser le décor et à tester le son, super important ça.
Ça par contre c'est pas très important, je pense qu'on peut le virer maintenant. Ok. Et donc le décor on va dire que c'est à peu près bon en vrai. Ouais. Donc plus que le son. En 2-1-2. Ok, ça a l'air bon. Je pense. Je vais tester l'intro. Bonjour et bienvenue dans le Laniakea Museum. Maintenant parlons des films de 2023. Bon, je vais pas vous le cacher, à l'heure où je tourne là, c'est la catégorie où j'ai le moins d'œuvres. Je vais essayer d'en voir 2-3 avant la sortie de cette vidéo que je rajouterai donc au fur et à mesure du montage. Mais oui, j'ai pas trop eu le temps de regarder des films cette année. Comme je vous l'ai dit, les séries prennent trop de temps. Par contre, les films que j'ai vus, il y a beaucoup de bangers dedans. Notamment les 3 gagnants, mais ça, on en reparle un peu plus tard. Tout d'abord, parlons de tout le reste. En commençant par The Marvels. C'est l'histoire des 3 Marvels, c'est-à-dire Monica Rambeau, Carol Danvers qui est Captain Marvel, et Kamala Khan, Miss Marvel. Et les 3 ont un petit problème, quand elles utilisent leur pouvoir en même temps, elles échangent de place. Ce qui est un peu problématique quand on est des super-héroïnes. Mais c'est encore moins pratique quand il y a un ennemi qui menace l'univers. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le premier Captain Marvel. C'était pas mon film préféré du MCU, mais c'était très cool. Notamment, j'aime beaucoup le personnage de Carol Danvers. Elle est à la fois très hautaine, très au-dessus de tout le monde, ce côté un peu énervant qu'avait d'ailleurs Tony Stark, mais comme Tony Stark, elle est aussi très attachante. Sauf que là, elle est pas toute seule comme j'ai dit, et il y a notamment Miss Marvel. J'ai adoré la série Miss Marvel, on en a parlé l'année dernière dans les Laniakea Awards, et l'avoir enfin rencontré son idole Captain Marvel, c'était très cool. Et surtout, la voir sur le grand écran. D'ailleurs, l'alchimie entre les 3 personnages est très cool, il y a beaucoup d'humour dans le film, j'ai clairement passé un bon moment devant ce film, ça annonce que du bon pour la suite du MCU, parce que oui, je fais partie des gens qui aiment toujours le MCU. Maintenant, on va changer complètement d'univers pour parler de Five Nights at Freddy's. C'est l'histoire de Mike Schmidt qui perd son boulot au début du film et qui du coup prend un travail de nuit, de gardien de nuit d'un endroit abandonné qui est tout simplement une pizzeria où il y a des animatroniques qui bizarrement agissent étrangement la nuit. Et je vais commencer direct par dire que j'ai adoré le film. Je suis un très grand fan de la licence Five Nights at Freddy's, même si j'ai pas joué à tous les jeux, loin de là. On avait commencé à les faire sur Twitch mais on n'a pas fini parce que je suis vraiment pas un grand fan des jeux d'horreur de base, mais quand j'étais au collège j'en ai regardé des vidéos de Five Nights at Freddy's, ça oui. Des vidéos de 4 heures sur le lore qui à l'époque n'était pas aussi défini qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout autant de livres sur Five Nights at Freddy's, il n'y avait pas le film, il y avait que les jeux et la plupart des choses dont on est sûr aujourd'hui dans le lore, à l'époque c'était que des théories. Et pourtant il y avait quand même des vidéos de 5 heures là-dessus. Bref, j'en parlerai un jour dans une vidéo de cette époque, mais ce qui est sûr c'est que ce film c'est pour les fans. En fait à vrai dire je pense que c'est son défaut. Si vous connaissez pas Five Nights at Freddy's de base, je sais pas si le film est très bon. Mais pour les fans, c'est une masterclass. Énormément de références à des choses du passé de la licence, il y a des références à des easter eggs de certains jeux, et il y a même une référence à un canular de l'époque sur le premier jeu, un truc qui était pas dans le jeu, mais que tout le monde a cru parce que sur internet il y avait eu un fake. Il y a une référence à ça dans le film. Il y a aussi des caméos références, des musiques références, vraiment on est là sur un film pour les fans, et là comme je le dis on a l'impression qu'il y a que des références et que c'est tout, mais non, l'histoire du film se tient aussi, c'est très simple, mais ça se tient, ça suit à peu près l'histoire des jeux, c'est une très bonne adaptation. Je pense clairement qu'on peut faire mieux pour le 2, mais pour un premier film, c'est très bon. Et surtout, ça a eu un énorme succès, je crois que c'est le plus gros succès de Blumhouse, qui a produit le film, donc c'est sûr qu'on va avoir un 2. Il me semble même qu'à l'heure où je tourne, on a eu l'info que le 2 allait commencer à être tourné en 2024, donc c'est très bientôt. Parce qu'il faut dire que le 1, on l'a attendu longtemps, hein. J'espère qu'on n'attendra pas autant pour le 2. Et d'ailleurs, en parlant d'adaptation de jeux vidéo réussis, Super Mario Bros le film. Et en fait, prenez tout mon argumentaire sur le film FNAF, c'est plus ou moins la chose que je vais dire là. J'ai adoré le film, les références pour les fans étaient partout, mais là c'est encore plus parce que c'est des références aux jeux Mario Bros, mais aussi aux autres jeux Mario, comme Mario Kart par exemple, mais aussi aux autres jeux Nintendo, et même au passé de Nintendo. Vraiment, c'était aussi un film pour les fans, peut-être plus accessible pour les non-fans, en même temps c'est aussi plus connu Mario que FNAF. La VF était excellente aussi, le film était très beau, au niveau de la musique, des effets sonores impeccables, c'est une très bonne
bonne nouvelle pour les adaptations Nintendo, parce que ça c'est encore plus dur que les adaptations en film de jeux vidéo, c'est une adaptation en film d'un jeu vidéo Nintendo. Et ça annonce que du bon, on sait déjà qu'il va y avoir une suite, voire d'autres films dans cet univers, et là pareil comme FNAF, il y a beaucoup de choses à améliorer, tout n'était pas parfait dans le 1, mais c'est possible d'améliorer ça dans le 2, et dans d'autres spin-offs peut-être. Et évidemment je ne pouvais pas finir cette partie sans parler du film Zelda. Alors c'est pas pareil, ce sera pas un film d'animation, mais un film live action. Il a été officiellement annoncé, je suis trop hype. Maintenant parlons de Suzume. Suzume vit au Japon jusqu'à ce qu'elle croise quelqu'un qui lui demande si elle a pas vu une porte. Du coup elle trouve ça bizarre, elle décide de le suivre jusqu'à ce qu'il tombe sur une porte, comme ça dans le vide, avec rien autour, pas de maison. Et c'est en ouvrant cette porte que commencent les ennuis. Mais je vais pas en dire plus pour pas spoil. C'est un film de Makoto Shinkai, le créateur de Your Name et Les Enfants du Temps. Alors je n'ai toujours pas vu Your Name. Oui, je sais, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je le voie. Par contre j'ai vu Les Enfants du Temps à sa sortie, et banger de fou. Le film est toujours autant magnifique, la musique toujours de Radwimps, toujours aussi excellente. C'est une aventure très prenante à travers tout le Japon, avec aussi une histoire de passé un peu mystérieux avec le personnage de Suzume, des problématiques et des messages très chers au cœur de Makoto Shinkai, et surtout ce final spectaculaire comme dans tous ses films. Je sais pas, j'ai pas vu Your Name, mais en tout cas dans Les Enfants du Temps c'était le cas. On rechange complètement d'univers avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Les Gardiens de la Galaxie c'était ma duologie préférée du MCU, jusqu'à ce troisième volet, et du coup maintenant c'est ma trilogie préférée du MCU. Tout est génial dans cette trilogie. Les personnages tellement attachants, les antagonistes vraiment terrifiants, surtout celui du troisième volet, et après s'être attaqué au passé de Star-Lord dans le deuxième opus, on s'attaque au passé de Rocket, et on n'était pas prêt. Toujours aussi drôle, toujours aussi triste, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est une très belle conclusion à cette trilogie. Il y aura sûrement un Gardien de la Galaxie 4, mais pas par James Gunn. Ce sera comme un commencement d'une nouvelle, peut-être trilogie, mais en tout cas cette trilogie est bel et bien finie avec Les Gardiens volume 3. The Creator. Alors, pour l'histoire sans trop spoil, l'humanité a fait des robots, certains ressemblent pas aux humains, certains beaucoup plus, et globalement on vivait en paix et tout ça, et puis à un moment il y a des bombes nucléaires qui explosent à Los Angeles, les humains évidemment blâment les robots, donc tout l'Occident décide de mener une guerre contre les robots, et globalement par Occident j'entends en fait toute la Terre sauf l'Asie, et du coup on arrive au début du film où globalement les États-Unis sont plus ou moins en guerre contre l'Asie, et ils essayent de trouver Nirmata, un créateur d'intelligence artificielle qui a apparemment une arme qui pourrait faire gagner la guerre aux robots. Voilà, c'est vraiment un résumé pour spoiler le moins possible, et pour le coup celui-là, en commençant l'année, je savais même pas qu'il existait ce film. En fait, j'ai appris son existence pas longtemps avant sa sortie, mais directement, j'ai eu envie de le voir. Il faut dire que c'est un film de Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, mon Star Wars préféré, bon, avec le 8, mais globalement mon Star Wars préféré. Dedans, il y a John David Washington et Gemma Chan, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et en plus, toute la DA est très inspirée du travail de Simon Stallonag, un artiste qui a notamment fait ce genre de choses, voilà, que je vous montre, et qui est à l'origine de Tales from the Loop, série que je n'ai pas encore vue, mais que depuis sa sortie, j'ai trop envie de voir. Donc franchement, tout me donnait envie de voir ce film, et au final, ce film est génial. Il redéfinit plus ou moins la SF, en fait. En fait, c'est plus qu'il redéfinit, il crée un genre, en fait. Enfin, il crée pas vraiment un genre, il redéfinit un genre, je sais pas comment expliquer ça. Mais globalement, là, on est sur de la SF très minimaliste, et en même temps grandiose, je veux dire, il y a quand même un vaisseau spatial immense dans le film, mais on est sur vraiment les personnages, et c'est un peu un univers cyberpunk, mais sauf qu'on est que dans les campagnes asiatiques. Il y a des grandes villes bien cyberpunk dans le film, mais on les voit très peu. On est surtout dans la campagne, et c'est vachement intéressant pour un film de SF quand même. La musique est incroyable. La musique et l'utilisation du son tout court en fait. Mais ça, Gareth Edwards nous l'avait déjà montré dans Rogue One, il sait gérer le son. Pour finir, on va parler d'un film de super-héros DC Comics. Oui, je sais, on dirait ça existe plus, mais ça existe encore en fait. Blue Beetles. Bon, au niveau de l'histoire, c'est classique super-héros. C'est un jeune qui trouve un artefact magique ancien. Il le touche alors qu'il devait pas, et ça lui donne une armure, et du coup il s'en sert pour faire le bien. Voilà, au niveau de l'histoire, on est sur du classique, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé le film. Déjà, le film est sorti un peu dans l'indifférence, c'est-à-dire que actuellement le DCU pas au mieux de sa forme, ils sont en train de le reboot sévère, hein, vous le savez sûrement déjà, c'est James Gunn qui est aux commandes, pour la partie créative en tout cas, et il est en train de reboot complètement son univers. Et de ce que James Gunn a dit, Blue Beetle est le premier film du nouveau DCU, mais pas le premier super-héros, alors je sais pas ce que ça veut dire. En vrai, on comprend rien à ce que James Gunn dit, on verra au fur et à mesure des films qui sortent. En tout cas, Blue Beetles, il est là. C'est un super-héros que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup, parce qu'il était dans la série Justice League que je regardais, je sais pas ce que c'était. C'était peut-être un truc Batman, je sais plus. Mais c'est vraiment pas le plus connu des super-héros d'ici, et
j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait dans le film. Franchement, le film est super touchant par moments. Il y a des moments vraiment tristes. Il y a aussi beaucoup de moments très drôles. Donc le film dans le DCU, je sais pas, on peut pas juger, il y a pas. Le film tout seul, très très bon. Je sais pas du coup si on reverra Blue Beetle un jour. Personnellement, j'aimerais beaucoup le revoir dans un prochain film, pourquoi pas Justice League même. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bref, voilà, c'est fini pour les films que j'ai aimés cette année. Maintenant, on va voir vos films de 2023 avec la partie Instagram. Bienvenue pour les films. Vos films évidemment que vous m'avez proposés sur Instagram. Et là il commence à y en avoir pas mal pour le coup. On a donc Oppenheimer évidemment, Masterclass, Christopher Nolan, c'est un de mes réals préférés. Donc évidemment qu'il fallait qu'il soit là. Ensuite on a Babylone, évidemment Masterclass. Damien Chazelle est un de mes réalisateurs préférés, donc évidemment il fallait qu'il soit là. J'ai l'impression de me répéter un peu. Asteroid City, évidemment. Wes Anderson est un de mes réalisateurs préférés. Bon ok j'abuse, surtout que Asteroid City je l'ai pas vu. Alors Wes Anderson est vraiment un de mes réals préférés, mais j'ai pas encore vu Asteroid City. Et il faut que je le vois parce qu'il me donne vraiment envie, mais voilà, j'ai pas eu le temps encore. Ensuite on a Leave the World Behind, que je n'ai pas vu non plus, qui a fait un peu de bruit quand même à sa sortie, qui a l'air cool aussi, mais je l'ai pas du tout vu, donc voilà, je vous le conseille, parce qu'on m'en a dit du bien, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Wish, le dernier Disney, pour les 100 ans de Disney d'ailleurs. Alors lui pour le coup j'en ai pas entendu du bien, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un peu à la mode de cracher sur Disney, hein, Star Wars, Marvel, Disney, voilà tout ça. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'écouter les critiques? Pas sûr de ça. De toute façon je le dis tout le temps, pour n'importe quelle œuvre, il faut toujours la voir de nous-mêmes pour avoir son propre avis. Et du coup j'ai pas vu Wish évidemment, j'ai pas eu le temps, hein. En plus il est sorti en fin d'année là où c'était le plus rush, mais en vrai ça avait l'air cool donc je le verrai sûrement un jour, juste voilà j'ai pas encore eu le temps. Past Lives pour le coup j'en ai jamais entendu parler, donc je peux vraiment rien vous dire dessus, mais j'ai toujours confiance à ce que vous me conseillez, donc c'est que ça doit être cool. Alibi2.com c'est pas du tout mon style, mais bon, il faut de tout pour faire un monde comme on dit. Par contre les Gardiens de la Galaxie que vous m'avez aussi proposé, là pour le coup c'est beaucoup plus mon style, vu que bah, j'en ai parlé dans cette vidéo de toute façon, vous savez déjà mon avis dessus. J'ai adoré le film, les Gardiens de la Galaxie c'est vraiment sans faute, n'hésitez pas à aller les voir. Les Trois Mousquetaires, donc il y a eu 2 films Les Trois Mousquetaires cette année il me semble. C'est ça, il y a eu D'Artagnan et Milady. Alors déjà c'est fou de sortir 2 films la même année, hein. Enfin ça a déjà été fait plein de fois mais je trouve ça fou. Et du coup j'en ai vu aucun des 2, mais le premier me donnait bien envie en vrai. Le deuxième forcément moins vu que j'avais pas vu le premier, mais en vrai ça a l'air banger donc je vais sûrement le voir un jour. Ensuite on a Perfect Days, là aussi j'ai jamais entendu parler, je sais même pas de quoi ça parle, mais ça se voit c'est un banger en tout cas. Donc allez le voir, pourquoi pas finalement. Et pour finir il reste 2 films, Wonka que j'ai vu pour le coup mais que j'ai pas eu le temps de mettre dans cette vidéo, mais j'ai vraiment adoré, très cool. Timothée Chalamet incroyable évidemment, les musiques parce que oui c'est une comédie musicale, hein. Les musiques sont très cool, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Et donc pour finir, Anatomie d'une chute qui vraiment a l'air trop bien, tout le monde en dit du bien et tout ça, je l'ai pas vu encore, mais c'est pas l'envie qui manque, ça c'est sûr. Oui, je triche évidemment, mais c'est pour une bonne raison, comme d'habitude j'ai envie de dire. Si je mets ces 2 films au même niveau, c'est pas parce que Barbenheimer, hein, tout le même autour, tout le phénomène autour même, c'est juste parce que j'ai vraiment pas réussi à me décider lequel est le meilleur. Le fait qu'ils soient si différents et si similaires, j'ai fait toute une vidéo pour expliquer ça, tout ça fait qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Du coup, bah les 2 sont top 3. Et je vais pas vous refaire ma vidéo du coup, je trouve que les 2 films sont des chefs-d'œuvre du cinéma. Les 2 critiquent notre société, notre monde actuel de manière différente. Barbie par le prisme de Barbieland, Oppenheimer par le prisme des années 40, 50, enfin la guerre froide plutôt. Bref, le passé. Les 2 films ont des réals de fous, Greta Gerwig et Christopher Nolan. Les 2 films ont des acteurs et des actrices de fous, notamment Margot Robbie et Cillian Murphy. La musique est folle aussi dans les 2, avec plus des chansons dans Barbie, notamment avec du Dua Lipa, du Billie Eilish, surtout la meilleure de toutes. Alors que du côté d'Oppenheimer, c'est plus des musiques faites par Ludwig Göransson, qui avait déjà composé pour Tenet et pour The Mandalorian notamment. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur mon avis et sur mon analyse de ces 2 films. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo Barbenheimer dans Doctor Who sur mon autre chaîne YouTube du coup, où je compare 2 épisodes qui ressemblent vite fait à Barbie et vite fait à Oppenheimer. Donc vraiment, allez les voir, et surtout, si ces 2 films ne sont que top 3, je vous laisse deviner le niveau de ce qu'il y a au-dessus. Bref, Barbie et Oppenheimer, Barbenheimer méritent amplement leur place, leur Laniakea Award de bronze des meilleurs films de 2023. Et maintenant, pour le top 2, une licence qui est visiblement habituée au top 2. Et
Et oui, Spider-Man a déjà eu le Lanyaka Award d'argent du jeu vidéo, le voilà maintenant récupéré, celui des films. Parce que Spider-Man Across the Spider-Verse est une masterclass. J'ai aussi fait une vidéo dessus, mais pas une analyse du film, une théorie que j'ai eue sur le film, qui n'a toujours pas été vraiment vérifiée vu qu'il faut attendre la suite qui est encore repoussée. Logique, ça met du temps. Mais du coup, je vais pouvoir parler du film maintenant. J'ai évidemment adoré le film, Spider-Man c'est mon super-héros préféré, et ma version de Spider-Man préférée, c'est celle de ces films-là. Le Miles Morales des films d'animation, c'est le meilleur Spider-Man, tout confondu. Me parlez pas d'Andrew Garfield, me parlez pas de Tobey Maguire, me parlez pas de Tom Holland, je les adore tous, mais ils arrivent pas à la cheville de celui-là. Après un premier film assez timide finalement au niveau du multiverse, là pour le coup, on se lâche complètement. En fait, pour moi, la trilogie Spider-Verse, en tout cas comment elle a l'air de se construire, parce qu'on a toujours pas le dernier film, c'est pour moi la construction idéale d'une trilogie. Et j'en connais une autre qui a fait ça notamment, il y en a sûrement d'autres, mais j'en ai une en tête, c'est Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire tu as un premier film qui suffit à lui-même, un premier film qui pose les bases de l'univers, les personnages, et qui a, comme je l'ai dit, une histoire qui se finit. Et puis après, tu fais un deuxième film qui augmente l'univers, qui rajoute plein de trucs, qui rajoute des personnages, des problématiques, des enjeux beaucoup plus grands qui ne se finiront pas dans ce film. Ce film sert entre guillemets de base pour préparer les spectateurs pour le troisième film, qui théoriquement, en tout cas c'est le cas pour Pirates des Caraïbes, explose tout, devient un classique absolu et devient ce qu'il se fait de mieux dans le genre. Par exemple, les Pirates pour Pirates des Caraïbes et j'imagine Spider-Man pour Beyond the Spider-Verse, le prochain film. Ce qui fait que du coup, on a ce deuxième film qui n'a pas de fin en soi. C'est-à-dire que ça se voit que l'histoire doit continuer, ça se finit sur un cliffhanger de fou et ça peut être un peu dérangeant, mais il y a quand même une fin. Je veux dire, il y a quand même une histoire qui a commencé dans ce film-là, qui se finit dans ce film-là. Donc est-ce que pour moi Across the Spider-Verse est un très bon film de transition pour avoir une masterclass en troisième film? Oui. Mais est-ce que pour moi c'est aussi un très bon film tout seul? Oui. Ce film montre parfaitement pour moi ce qu'est être Spider-Man et ce pourquoi Spider-Man est mon super-héros préféré. Et malgré qu'il mérite complètement son Lanyaka Award d'argent des meilleurs films de cette année 2023, il n'est pas top 1. Et tout comme les séries, le top 1 de cette année est sorti en janvier. Et tout comme les séries, il était tellement bon qu'il n'a jamais été dépassé durant toute l'année. Et ce film, il s'agit de Babylone, dernier film de Damien Chazelle. Damien Chazelle qui a fait 4 films, en tout cas de ce que je sais. Whiplash, La La Land, First Man et enfin Babylone. Et quand j'ai décidé d'aller voir Babylone, j'avais vu 0 de ces films. Mais j'avais le DVD et le Blu-ray de La La Land. J'avais juste jamais pris le temps de le voir. Mais au final, je me suis dit que juste avant d'aller voir Babylone, je regarderais La La Land, ce que j'ai fait. Et on va pas parler de La La Land ici, mais juste aller le voir, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Et le voir juste avant Babylone, c'était la meilleure idée, parce que du coup Babylone pour moi, c'est La La Land encore mieux. En fait, je ferais peut-être une vidéo sur le fait que je trouve que les deux films se ressemblent de fou. Il y a les mêmes sujets sur le cinéma, sur l'amour, sur la musique. Il y a un même travail au niveau du rythme, de la musique encore une fois, des couleurs, de la colorimétrie. Mais là où Babylone est encore plus grand que La La Land pour moi, c'est que La La Land se concentre sur 2 personnages au fur et à mesure des années, ce qui est déjà incroyable. Mais Babylone se concentre sur plein de personnages différents au fur et à mesure des années. Alors il y en a quand même des plus importants que d'autres, mais on suit plein d'histoires différentes, toutes autant intéressantes les unes des autres, elles s'entrecroisent toutes plein de fois dans des scènes époustouflantes. Je me souviens encore de ces scènes, j'ai encore des frissons rien que d'y repenser encore aujourd'hui, alors que je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma en janvier. Mais elles sont encore très très claires dans ma tête. Contrairement à certains films que j'ai vu beaucoup plus tard et je m'en souviens pas autant. Vraiment, ce film est fou, il y a 1 milliard d'idées dans le film, il se passe 300 choses à la seconde. Et l'avoir vu au cinéma, c'est un plus, je vous le cache pas je pense, parce que vraiment, dans mon siège, j'étais bluffé tout du long quoi. Et le final, évidemment, déjà le final de La La Land que du coup j'ai pas vu au cinéma, que j'ai vu du coup sur mon écran d'ordi, qui est un plutôt bon écran, du coup le final de La La Land était quand même incroyable, mais celui de Babylone, j'ai rarement eu des moments comme ça au cinéma qui m'ont laissé autant sans voix. Franchement il y a ce film qui m'a fait ça, La Haine, Shining et Interstellar, je pense que c'est les seuls que j'ai vu au cinéma, et de toute façon pas au cinéma, il y en a aucun qui m'a fait ça je pense. Donc vraiment incroyable film, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Au cinéma évidemment c'est mieux si vous avez l'occasion, mais bon je pense qu'il passe rarement au cinéma maintenant vu qu'il est sorti il y a longtemps quoi. Donc n'hésitez pas à aller le choper quelque part et à le voir. Et évidemment l'Anyaka Award d'or du meilleur film de 2023.
On arrive doucement mais sûrement à la fin de la vidéo parce qu'on est dans la dernière partie, les œuvres musicales de 2023. Alors évidemment c'est là où j'en ai le plus. En vrai c'est logique et c'est plutôt symbolique aussi. Parce que petit moment historique, les Laniakea Awards de base, le projet de base, quand ça s'appelait même pas encore les Laniakea Awards, je voulais faire un calendrier de l'Avent pour décembre du coup, où chaque jour je voulais vous présenter une œuvre musicale. À l'époque c'était même pas des œuvres musicales de l'année qui venait de passer, c'était juste des œuvres musicales. Et puis au fur et à mesure où je bossais dessus, je me suis dit que ça serait plus sympa quand même de faire d'autres œuvres, donc j'ai ajouté séries, jeux vidéo et films. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi les vidéos YouTube. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que finalement ce serait pas un calendrier de l'Avent et que je ferais ça qu'avec des œuvres de l'année, et c'est devenu les Laniakea Awards 2020, les tout premiers. Du coup, la musique c'est vraiment ce qui est à l'origine des Laniakea Awards. C'est donc en toute logique que c'est ce que j'ai le plus chaque année. Et même dans vos réponses Instagram d'ailleurs, c'est souvent ce que j'ai le plus. Le gros problème c'est que je suis vraiment nul pour parler de musique. Je le dis assez souvent, mais là où je peux parler de séries, films, jeux vidéo assez facilement et analyser l'œuvre assez facilement, la musique j'ai beaucoup plus de mal, je trouve ça vraiment compliqué. Donc c'est aussi là que je vais dire le moins de choses en fait sur ce que je vais vous présenter. Et donc j'ai pensé que le mieux, c'est quand je vous présente une œuvre musicale, un artiste et tout ça, je vous présente 2-3 sons de cette année pour que vous découvriez mieux l'artiste en question. Juste avant, petit rappel du règlement, il faut que l'œuvre musicale soit sortie en 2023 évidemment. Par contre, j'ai mis œuvre musicale et pas album parce que ça peut être un single, un EP, une mixtape, un album, n'importe quoi en fait, tant que c'est une œuvre musicale. Commençons tout de suite avec 2 singles de Big Flo et Oli. J'ai nommé Tandem et 30 ans. 30 ans d'ailleurs c'est que Big Flo, pas Big Flo et Oli. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de Big Flo et Oli, évidemment. Ils ont sorti un album l'année dernière et ils ont annoncé qu'ils sortaient un album l'année prochaine. Donc ça se tient qu'on n'ait pas grand chose cette année. Mais on a quand même eu 2 singles et c'est du très bon. C'est vraiment du Big Flo et Oli comme j'aime, c'est-à-dire très mélancolique, très sérieux, très mature. Alors j'aime bien aussi quand c'est moins tout ça, mais c'est vraiment ce que je préfère ça. Par exemple le son 30 ans, je chiale. Donc n'hésitez pas à écouter ces 2 sons et on se retrouve sûrement l'année prochaine pour l'album. Et on enchaîne avec Anaïs MVA, Mva, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Artiste que j'ai découvert très récemment et cette année elle a notamment sorti un single et un EP que j'aime beaucoup. Le single s'appelle XS et l'EP s'appelle Métastase. Et vraiment à mon avis on n'en parle pas assez pour le talent qu'il y a. Du coup pour la découvrir je vous conseille notamment XS du coup, et bien évidemment Métastase en entier, mais je vais vous conseiller 2-3 sons, notamment Cruel ou même TCA. Et on enchaîne avec Pomme. J'ai l'impression qu'elle est là tous les ans. C'est une habituée des Laniakea Awards. Et en plus cette année c'est 2 projets, 2 entre guillemets, parce qu'en fait il y a la réédition de Consolation qui s'appelle L'eau de Consolation, incroyable, mais il y a surtout un nouvel EP qui s'appelle Saison, où il y a un son par mois pour les saisons, du coup de automne, hiver, les meilleures saisons de l'année en plus. Donc voilà, Pomme, vous connaissez, allez écouter, c'est toujours aussi excellent. Donc je vous conseille vraiment Saison, juste tout simplement. L'EP est pas très long et il est vraiment à écouter d'une traite, donc n'hésitez pas. Gracie Abrams, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les Laniakea Awards. En tout cas ça m'étonnerait pas qu'on en ait parlé genre l'année dernière. C'est génial. Là aussi je l'ai découvert il y a pas si longtemps en vrai. Quand même l'année dernière ça commence à dater, mais je veux dire par rapport à d'autres de la liste. Et musicalement c'est impeccable. Je l'ai vraiment découvert par hasard et je suis très content de cet hasard parce que c'est génial. Et dernièrement j'ai appris que c'était la fille de J.J. Abrams. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Alors oui, le nom de famille pouvait mettre un petit peu sur la piste. J'ai pas du tout fait le rapprochement, mais voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et du coup j'ai même pas dit en fait de quel album là je parlais. Album ou EP d'ailleurs, je ne sais pas exactement. En tout cas ça s'appelle Good Riddance et je peux notamment vous conseiller Best, Amélie ou encore Difficult. Comment ne pas parler de la dernière chanson des Beatles, Now and Then, du coup par les Beatles. Alors comment ils l'ont fait techniquement, je vous refais pas la chanson, si je vais la refaire quand même parce que c'est fou. Du coup c'est un enregistrement de l'époque de John Lennon où ils ont grâce à une IA retiré juste la voix de John Lennon pour que ce soit plus clair. Ils ont pris un enregistrement qu'avait fait George Harrison à la guitare sur ce morceau en question et puis après Paul McCartney et Ringo Starr ont fait leur truc. Je suis pas un énorme fan des Beatles, mais les sons que j'aime bien des Beatles sont parmi mes sons préférés. J'en aime pas beaucoup, mais ceux que j'aime, je les aime vraiment. Et Now and Then, ça fait partie de cela. J'ai trouvé la musique incroyable. Elle conclut parfaitement l'histoire des Beatles, et pourtant, je vous ai dit, je suis pas un grand fan, j'y connais rien aux Beatles en fait. Enfin, je connais vite fait leur histoire, on va dire comme tout le monde, mais je suis pas un grand spécialiste, et pourtant, cette chanson m'a fait quelque chose. Notamment aussi le clip que je trouve incroyable, et je pèse mes mots. Le clip a été réalisé par Peter Jackson, bon bah j'adore son travail évidemment, mais c'est ce qu'il fait là. Franchement, c'est une dernière chanson des Beatles parfaite. Et on change complètement d'univers avec Sick Boy de Rennes. Sick Boy peut-être? Boy? Non, je pense que ça se dit Boy?
Lovejoy, je sais pas. Ma dernière découverte de l'année, c'est super récent et j'adore. C'est un chanteur gallois qui fait une sorte de rap un peu rock. Alors je me suis pas intéressé vraiment encore à toute sa discographie, ni aux paroles très en détail de ses chansons, parce que comme j'ai dit, je l'ai découvert très récemment, mais ça m'a l'air d'être très engagé. Je vous recommande très fortement Sick Boy, et juste le son Money Game Partie 3, écoutez juste ça et vous allez être dedans. Et on enchaîne avec Lovejoy, et on va parler d'un EP et d'un single, enfin de 2 singles, mais il y a un des 2 qui est dans l'EP, du coup on va en parler dans l'EP, donc on va parler de l'EP et de l'autre single, et donc c'est Wake Up and It's Over et Normal People Thing. J'ai découvert Lovejoy cette année grâce à Minecraft en fait, grâce au serveur QSMP plus précisément, parce que sur QSMP il y a un streamer qui s'appelle Wilbur Soot, et ce streamer c'est le chanteur de Lovejoy. Et Lovejoy, pour catégoriser ça très mal, c'est du bon rock britannique comme on l'aime. Alors par contre sur YouTube j'ai l'impression qu'ils sortent un son par semaine, vraiment c'est abusé. C'est pour ça que je parle pas de tous les singles qui sont sortis sur YouTube, il y aurait tout simplement beaucoup trop à dire. En tout cas n'hésitez pas à aller écouter Lovejoy, je peux notamment vous conseiller Call Me What You Like, ou même Consequences, ou alors Portrait of a Blank State. Ok, Black World de Moya. Globalement dans l'année j'ai eu ma petite période hyperpop, enfin période, j'aime toujours la hyperpop, mais j'ai eu une période où j'écoutais presque que ça, et Moya c'est pas vraiment de l'hyperpop, enfin on peut pas trop catégoriser l'hyperpop en fait, mais disons que il y a des liens quoi. Et puis c'est dans cette période que je l'ai découvert de toute façon. Grosse découverte de cette année là aussi, et j'ai tout de suite accroché. Black World c'est incroyable. C'est du rap, du rock, de la pop, tout en même temps, c'est le principe plus ou moins de la hyperpop en même temps. Je vous conseille de fou le son Les Sirènes, et tout en fait, tout de Black World. Et on continue dans la vague hyperpop avec Dernier Orage d'Eloi, là aussi c'est incroyable. C'est clairement ce pourquoi j'adore la hyperpop. J'ai aussi découvert Eloi cette année, mais pas avec cet EP là, celui d'avant, si je dis pas de bêtises en tout cas. Notamment avec le remix incroyable de Je t'aime de fou de Weshden, mais cette année je ne peux que vous conseiller Dernier Orage, qui est super long en plus. Enfin en tout cas il est plus long que celui d'avant, ça c'est sûr. Il y a pas mal de sons dedans. Notamment que je peux vous conseiller Volcan, Icarus ou encore 37 degrés 2 le soir. Et on va finir avec Stared from a Distance de Feldup, le dernier album de Feldup en date, le deuxième sur les plateformes de streaming plus ou moins, mais c'est pas le deuxième. Il y en a vraiment énormément, en tout cas pour moi c'est le deuxième que j'écoute. J'avais déjà écouté A Thousand Door, Just One Key. Bref, l'album précédent du coup était déjà très cool, mais celui-là l'est encore plus. Et en plus, il me semble, Feldup a tout fait. Toute la composition musicale, tout le chant, toutes les paroles, toute la DA. Et c'est bluffant parce que c'est hyper quali en fait. L'album est génial, très personnel aussi. Et à vrai dire, si j'avais eu plus de temps pour le process, parce que là je l'ai écouté assez récemment et je l'ai pas encore assez écouté, je pense qu'il aurait facilement fini dans le top 3 des musiques de cette année. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter et tout, donc je ne peux que vous dire qu'il est incroyable, mais les 3 œuvres musicales du top 3 restent là pour cette fois. Mais avant de passer à ce fameux top 3, on va d'abord passer à vos œuvres musicales que vous m'avez proposées sur Insta. Bon, comme chaque année, c'est là où j'en ai le plus, donc on va aller un peu plus vite. Et on commence avec The Ballad of Darren de Blur. Je savais même pas que Blur avait sorti un album cette année, donc du coup je l'ai pas écouté évidemment, mais je vais aller l'écouter, ça c'est sûr, parce que Blur c'est quand même pas mal. La BO de Babylone, évidemment Babylone, meilleur film de l'année, bref, évidemment la BO est incroyable, elle a évidemment sa place ici. Sincèrement de Hamza, il me semble que c'est pas la première fois que Hamza est cité dans les parties Instagram, et je me souviens que quand cet album est sorti, je l'avais écouté une première fois, mais j'ai pas accroché plus que ça à ce moment-là. Je me suis dit je l'écouterai plus tard et j'ai jamais eu pris le temps de le refaire, mais visiblement il est cool vu que vous l'avez nommé. Ensuite il y a Phoenix de Lord Esperanza. Lord Esperanza que je ne connaissais pas plus que ça avant cet album et j'ai beaucoup aimé cet album, donc moi aussi je vous le conseille. Baiser de Wallace Cleaver, je connais pas du tout mais on m'a dit que c'était une masterclass, donc je ne peux que vous le conseiller évidemment. Ok, je vais enchaîner avec ceux que je connais pas, comme ça je vous les présente, mais vu que je peux pas vous en dire plus, voilà, je vous les présente d'un coup. Larger Than Life de Brent Fayaz, 1.6 de Tiff, 24 de La Fève, Deadly Poison Sting, Arva Off Mode. Franchement c'est pile à quoi servent les parties Instagram. Vous présentez des choses que je ne peux pas vous présenter vu que je connais pas. Alors du coup oui, je peux pas trop vous en dire dessus, mais ça permet de rajouter d'autres choses que juste les œuvres que j'ai vues ou lues ou écoutées. C'est pas mal. On enchaîne avec Black Friday de Tom Odell, mais on m'a dit la musique, pas l'album, attention. Angel Face de Stephen Sanchez. On m'a aussi dit que les quelques morceaux sortis de The Smile sont exceptionnels, que le morceau de l'année était Now and Then des Beatles, et ça pour le coup je connais
connais, j'en ai parlé et je suis plutôt d'accord avec ça, même si je l'ai pas mis moi en morceau de l'année. Life is but a Dream de Avenged Sevenfold. Et pour le coup, j'ai écouté 2-3 sons de Avenged Sevenfold, mais lui, je le connais pas, il me semble. Mais en tout cas, j'aime bien, donc je vous le conseille, même si je l'ai pas écouté celui-là. Et je vais évidemment aller l'écouter. L'amour de DC's. Pareil, il me semble que DC's est déjà passé dans les Nyaka Awards une année précédente, je ne sais plus. Il y en a eu tellement. Hilo de Sheldon, que j'ai essayé aussi, mais comme Hamza, je l'ai écouté une première fois et je me suis dit je vais le réécouter plus tard et j'ai complètement oublié. Donc il faut que je le réécoute. Et c'est bientôt fini. Pardonne-moi de Luan, Mon amour de Slimane, Mauvais rêve de Oshi, et enfin Acne Diamonds des Rolling Stones et But Here We Are des Foo Fighters. Et je savais même pas que les Foo Fighters avaient sorti un album cette année, donc il va falloir que je l'écoute parce que moi j'adore les Foo Fighters, mais bah je savais pas. En tout cas, ça conclut tout ça. Là il y en a eu beaucoup que je connaissais pas et c'est le but encore une fois. Et surtout ça conclut notre dernière partie Instagram, donc maintenant on va se retrouver pour le top, le dernier top d'ailleurs, de mes musiques préférées de cette année. Donc je vous dis salut pour cette partie Instagram, et moi je vous dis à tout de suite pour le top 3 de mes œuvres musicales préférées de cette année 2023. Et on commence ce top musical avec Endless Summer Vacation par Miley Cyrus. C'est le premier album de Miley Cyrus que j'écoute. Avant ça, tout ce que je connaissais d'elle, c'était Black Mirror. Ceux qui savent, savent. Et du coup, j'ai évidemment découvert cet album avec Flowers, énorme tube, on va pas se mentir. Mais du coup, j'ai écouté tout le reste de l'album et banger. Comme l'indique le nom, c'est l'album parfait pour l'été. Je l'ai écouté tout cet été, pratiquement H24. Donc franchement, je m'attendais à rien du tout avec cet album, parce que comme j'ai dit, je connaissais pas trop. Mais je suis agréablement surpris. Et en plus, il n'y a pas que Flowers qui est incroyable. Il y a à peu près tous les sons en fait que je vous conseillerais. Notamment Jaded, Wonder Woman, Rose Colored Lenses et You, tout simplement. Tout est incroyable. Alors du coup, pour cet hiver, le mood n'était pas vraiment le même. Je l'ai pas trop écouté depuis. Mais je l'ai tellement poncé cet été que j'étais obligé de le mettre au moins 3ème place. Donc si vous l'avez pas encore écouté, peut-être l'écoutez pas là cet hiver. Bien que ça reste de la musique, hein, ça s'écoute tout le temps. Mais par contre cet été, n'hésitez pas une seconde. Et donc cet album mérite amplement son Lanyaka Award de bronze des meilleures œuvres musicales de 2023. Et maintenant passons au top 2 et le retour d'une personne qu'on a déjà vue dans les Lanyaka Awards. Ah, Olivia Rodrigo, qui était déjà là, comme je l'ai dit, dans la 2ème édition des Lanyaka Awards en 2021, mais qui n'était pas dans le top 3 à l'époque, et aujourd'hui elle est top 2. J'avais adoré son premier album, mais vraiment de fou, grosse surprise, là aussi je m'attendais à pas grand chose, parce que je connaissais pas du tout Olivia Rodrigo avant, et énorme surprise, énorme banger, et du coup j'attendais avec impatience son 2ème album, qui est finalement sorti cette année, et première écoute, c'était pas trop ça. J'ai écouté une première fois et c'était pas mal, mais c'était pas au niveau de Sour, je sais pas comment se prononce le premier album. Puis du coup l'année est passée et j'ai pas réécouté parce que j'avais d'autres choses à faire et d'autres choses à écouter, mais par contre 2-3 TikTok, 2-3 Reels où il y avait des musiques d'Olivia Rodrigo et j'y prêtais pas spécialement attention, mais quand j'ai réécouté l'album en fin d'année pour préparer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déjà réécouté plein de fois l'album, pratiquement en entier, juste avec les TikTok et les réels qui avaient ces musiques. Et du coup à cette 2ème réécoute, je l'ai trouvé beaucoup mieux, même génial en fait. Alors je sais pas encore lequel je préfère entre le premier et le 2ème, mais en tout cas ils sont au moins à égalité. Ce que j'aime beaucoup surtout avec ce nouvel album, c'est qu'il est beaucoup plus expérimental que le premier. Le premier était quand même très classique. Là, ça tente de nouvelles choses qui sont vraiment cool. Et ce qui est marrant du coup, c'est que comme j'ai dit, en général, les artistes ont 1 ou 2 sons qui passent sur TikTok. C'est genre leur son TikTok. Olivia Rodrigo a pratiquement tous ses sons. Alors c'est pas un signe que c'est bien. C'est un signe en tout cas qu'elle a clairement compris comment marchait la nouvelle génération. Et on peut dire que ça lui réussit. Franchement, il y a que des classiques dans cet album. Vampire, Bad ID, Teenage Dream. Et en plus, cette année, elle a pas fait que cet album, elle a aussi fait une musique dans la BO de Nouvelle Hunger Games. Alors j'ai pas vu ce nouveau film Hunger Games parce que j'ai pas vu encore les anciens. Faudra que je les fasse un jour, mais j'ai pas encore eu le temps. Par contre, j'ai écouté la musique et elle est incroyable. Cette musique à elle seule me donne trop envie de voir le film, mais du coup j'attends. Donc oui, Guts mérite le Lanyaka Award d'argent des meilleures œuvres musicales de 2023. Et pour le top 1, un artiste francophone. Et il s'agit bien évidemment de... Alors une anecdote juste pour vous dire à quel point il mérite sa place. Comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert cette année du coup avec cet album, Phoenix. Mon Apple Music Wrap, parce que j'ai pas Spotify, mais il y a pareil sur Apple Music. Les 15 sons que j'ai le plus écouté cette année, le top 15, 14 sur 15 c'est de Phoenix. De cet album là, de Lord Esperanza. Sachant qu'il y a 15 sons dans l'album. Il n'y a qu'un seul son de l'album qui n'est pas dans mes 15 sons les plus écoutés de cette année. Et il est genre 16ème ou 17ème, hein, il est pas loin derrière. Pour vous dire à quel point j'ai écouté cet album. Et en plus,
plus, je les ai pas écoutés genre 10 fois chacun. C'est tous entre 50 et 40 fois. Donc oui, j'ai un peu écouté cet album, cette année j'avoue. Mais c'est juste incroyable en fait. On est sur un peu du rap, pas trop, ça dépend des moments et des sons. Mais on est surtout sur une masterclass, ça c'est, par contre c'est pour tous les sons. Il n'y en a pas un seul que j'aime pas dans l'album, et c'est assez rare pour le souligner. Enfin c'est assez rare, mais à ce niveau-là, de la Lagna K Awards, dans le top, en général, c'est le cas. Et je l'ai tellement écouté cet album que pour moi, toutes les chansons sont cultes. À chaque fois que j'entends une chanson de Phoenix, de Lord of Speranza, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je l'écoute. Notamment Les Hommes Pleurent, Black Amadeus, Neige Éternelle, Caméléon ou encore Par Amour, mais surtout Jamais Assez. Vraiment, je pourrais toutes vous les citer, allez écouter l'album en entier, vous le regretterez pas. L'album est déjà dans mes albums préférés de tous les temps. Maintenant, il me reste plus qu'à aller écouter ses anciens projets. Il mérite bien évidemment son Lagna K Award d'or de la meilleure œuvre musicale de 2023. Et maintenant, il est temps de conclure la vidéo. Voilà, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Elle aura été super longue à faire et à regarder aussi. Vous avez vu, il y a eu 2 annonces pour la chaîne dans cette vidéo. Je vais pas trop teaser pour le moment parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, les Lagna K Awards 2024, je vais changer un peu la formule parce que là, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué à faire. Enfin, globalement, en fait, ça sera un peu la même chose, mais un peu différent. Vous verrez ça de toute façon l'année prochaine, en 2024. Enfin, cette année, du coup, enfin bref. Ah oui, et aussi cette année, pas de récap de l'année musicale ou d'attente pour l'année prochaine. Globalement, c'est toujours une galère de les faire à cause des droits d'auteur et globalement ça prend énormément de temps et du coup là j'ai pas eu le temps si je voulais que la vidéo sorte assez vite quand même. Elle a déjà beaucoup trop de retard, mais ça reviendra peut-être l'année prochaine. En tout cas à la prochaine vidéo qui arrive normalement très bientôt, à l'année prochaine pour le prochain Lagna K Award, et sinon n'hésitez pas à aller voir tous mes autres réseaux, ma chaîne Dr Who et tout ça, Twitch aussi notamment, bref partout. Moi je vous dis à la prochaine et bonne année.